Le seul et vrai objectif ultime, c'est la Barclay. Tout ce qui est autour, j'en ai rien à faire. Ouais. Le plus important, c'est juste d'arriver le jour à la Barclay et de réussir. Aux États-Unis, tu as 3 longues randonnées. Tu as l'Appalachian Trail, le Continental Divide Trail et le Pacific Crest Trail. C'est Saint-Jacques-de-Compostelle américain et ça suit les crêtes du Pacifique, donc sur la côte ouest. Et donc tu pars de Campo, c'est la frontière mexicaine, pour arriver à Manil Park, qui est la frontière canadienne. La difficulté, c'est qu'en fait, la météo est quand même très changeante. Tu passes dans désert, puis ensuite d'un coup, tu passes à 4000 mètres d'altitude où il fait moins 5 degrés la nuit, où tu as de la neige. Ensuite, tu passes dans un truc où tu as des forêts, il fait très humide, tu as des moustiques et tout. Et après, tu repasses dans les montagnes. Donc en fait, c'est assez compliqué. Bonjour à tous et bienvenue sur Iron Bear et sur notre 5e podcast. Donc aujourd'hui, on accueille Antoine Clément qui est ultra trailer. Donc pour remettre un peu de contexte, Antoine, je l'ai découvert sur le podcast de David Nicolas, donc Limitless Podcast. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu chez lui, c'est vraiment sa simplicité. Parce que je me rappelle au tout début, il te pose une question sur ta routine. Et en fait, tu dis pas, je vais faire une douche froide, je vais faire 20 minutes de méditation, tu vois un peu la routine qu'on nous vend sur les réseaux, et tu dis juste simplement que tu manges et tu vas au sport. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai beaucoup apprécié chez toi. Et du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et dire un peu ce que tu fais dans la vie? Bonjour déjà et merci beaucoup pour l'invitation. Donc déjà, je m'appelle Antoine, Antoine Clément. J'ai 25 ans, je viens de Bretagne et là j'ai déménagé à Annecy tout récemment. Ouais. Donc je suis ultra trailer, coach, aventurier et passionné par les défis extrêmes. Et voilà, je me définis aussi par mon rêve qui est de terminer et de participer à la Barclay, qui est la course la plus difficile du monde. Ouais. Voilà. Est-ce que la Barclay, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un peu pour les gens qui ne connaissent pas? Alors la Barclay, c'est très simple. En fait, c'est une course de 200 km dans le Tennessee. C'est considéré comme la course la plus difficile du monde. Il n'y a que 40 participants chaque année. C'est un mode de sélection très sélectif. Et en fait, ça fonctionne par 5 boucles de 42 km avec 4000 mètres de dénivelé positif. Et sur le parcours, tu dois chercher des bouquins qui correspondent, et déchirer des pages de livres qui correspondent à ton numéro de dossard. Enfin bref, tout un système un peu farfelu, très mystérieux, qui fait que c'est une course atypique et qui a un peu aussi changé ma vie. Donc Ouais. voilà. Ouais, parce que c'est une course en hommage à une personne qui s'est évadée. Alors attention avec le mot hommage, parce que savoir que Ouais, le oui. mec qui a créé la course, il aime pas trop ça justement. En fait, il a tout simplement plutôt, en fait, à l'époque, C'est il regardait inspiré. la télé et il a vu qu'en fait, il y avait un mec qui s'était évadé de prison qui s'appelle James Earl Ray, le mec qui a assassiné Martin Luther King. Et en fait, en 56 heures, il a réussi à faire que 10 miles, donc c'est l'équivalent de peu près 16 km dans la forêt Ouais. là où se passe la course. Et donc après ça, il s'est dit, putain, moi, en 56 heures, je peux faire au moins 160 km. Et donc c'est là d'où est venue la course, quoi. Ouais, ok. Et il y a une tradition aussi dans le podcast, c'est que je donne un mot à l'invité et il doit me dire un peu ce que ça lui inspire. C'est souvent un mot qui représente un peu l'invité, qui fait un peu partie de sa vie. Donc le mot que j'ai choisi pour toi, c'est la souffrance. C'est le mot qui, je pense, me définit le plus. Pourquoi? Parce que j'en ai fait une philosophie de vie, dans le sens où la souffrance, contrairement à beaucoup d'autres gens, je ne vais pas la fuir, je vais aller la chercher. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, t'es fou, etc., aller chercher la souffrance. Mais moi, je pense que c'est les gens qui sont fous, justement, de ne pas aller vers la souffrance. Parce que la souffrance, c'est pas forcément un état où, en fait, où on est toujours mal, en fait. C'est Ouais. justement plutôt un état de plénitude, parfois. Et on va vraiment aller chercher très loin dans ses pensées, etc. Et on se découvre aussi soi-même. Enfin, en fait, je pense que ne pas aller chercher la souffrance, c'est se refuser à un voyage extraordinaire. Donc, pour moi, ouais, la souffrance, c'est tout. Et j'ai une citation que j'ai répétée beaucoup de fois de Dostoïevski qui dit de la souffrance naît la conscience. En fait, plus on souffre et plus on est conscience de ce qu'on est, de ce qu'on vit autour de soi. Tu vois, typiquement, quand tu es dans la montagne et tu souffres, tu te rends vraiment compte de la chance que tu as d'être là, voilà, de l'environnement où tu es, etc. Donc, même dans la vie aussi, dans le monde professionnel, quand tu souffres, quand tu batailles pour quelque chose, tu es aussi très content après, à la fin, d'être arrivé à ton objectif. Donc voilà. Ouais, ça permet un peu déjà d'apporter du piquant dans sa vie, mais aussi de se sentir vivre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui toute leur vie, même si elles font plein de choses, elles ont une routine, mais soit elles sortent pas souvent de la routine, et même souvent elles font pas beaucoup de choses extraordinaires, et ça peut aussi engendrer beaucoup de mal-être pour la personne. En fait, je pars du principe que c'est une bénédiction d'être né sur Terre. C'est-à-dire qu'on Ouais. a vraiment une chance. On a gagné une course face à 7 milliards de spermatozoïdes et on a cette chance vraiment d'être là, tu vois. On a la chance d'être vivant. Donc en fait, il faut qu'on fasse quelque chose de notre vie.
Donc en fait, tu peux rester sur ton canapé à rien foutre ou juste à servir à rien, en fait, clairement, à la société ou même aux gens autour de toi. Tu n'es pas obligé d'être un modèle d'inspiration pour tout le monde. Tu peux juste être l'aide pour toi-même déjà. Et en fait, aller chercher la souffrance, c'est pas que aller se taper sur les doigts ou Mm. se faire taper sur la gueule. Ouais, C'est pas ça la souffrance. C'est plein d'autres choses. La souffrance, voilà, en fait, c'est un autre état en fait. Après, bien sûr, il y a la définition du dictionnaire et cette définition-là, elle est un peu négative. Mm. Mais il faut aussi d'aller voir un peu plus loin. Et la souffrance, c'est aussi les sacrifices, c'est aussi le ouais. fait de se batailler. Et enfin, moi, c'est une philosophie que j'adore. Mm. Et je me l'impose à moi-même. Tu vois, typiquement, quand ma vie, je la sens un peu trop routinée, que je m'ennuie un peu, que c'est un peu trop platonique, bah, j'essaye de rajouter des trucs. Tu vois, typiquement, ce matin, je suis allé me baigner dans le lac d'Annecy. Parce que voilà, cette semaine, j'avais pas trop fait de trucs et tout. Je me suis dit, voilà, il faut aller se mettre. Parfois, c'est tiens, je vais aller courir cette nuit, là, je vais aller me mettre, je sais pas, 4-5 heures dehors dans la nuit. Parce que j'aime bien m'imposer ça. Parce que sinon, tu restes devant ton écran et tu t'endors, quoi. Ouais, tu fais rien. Et t'avais déjà un peu cette mentalité quand t'étais enfant ou pas? Ou c'est venu plus tard cette mentalité? Je pense que je l'ai plus ou moins quand même toujours eu parce que déjà j'ai eu un grand frère qui était militaire. Donc, Ah, ok. donc déjà j'avais ce modèle d'inspiration d'un mec qui allait se la mettre vraiment, tu vois. Mon frère il construisait des cabanes et tout, enfin c'était quelque chose. Donc c'était un vrai modèle d'inspiration pour moi. Donc à partir de là je l'ai toujours suivi là-dessus. Donc moi pareil, j'ai 5, 6, enfin 6, 7, 8 ans. J'étais dehors en train de me taper avec mes voisins avec des bâtons et tout, à construire des cabanes, faire des feux et tout. Donc à partir de là, j'avais déjà des trucs. Même à l'âge de 15 ans, j'ai fait un bivouac avec un pote. On a pris un des sacs à dos. Mhm. On a traversé, pour ceux qui connaissent l'Erdre, une partie de l'Erdre, parce que l'Erdre fait 90 km, donc j'ai pas tout Ouais. traversé. On a nagé dans l'Erdre, c'est une eau dégueulasse avec des ragondins et tout. On avait 15 piges, quoi, et on a traversé ça. On est allé dans un espèce de campement. On a fait une soupe d'ortie, on a fait un feu. Enfin bref, c'est pour te dire qu'en fait, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais vraiment, depuis que j'ai commencé à faire de l'ultra trail, ça a pris vraiment de l'ampleur, une grosse ampleur, quoi. Mais c'était déjà présent, je Ouais, ouais. pense, depuis gamin, quoi. Mais du coup, tu t'es mis au sport parce que tu sentais que t'avais de l'énergie à canaliser. Tes parents, ils t'ont mis au sport parce qu'ils sentaient que t'étais plein d'énergie, fallait la canaliser quelque part. Ouais, en fait, c'est simple. Moi, je suis hyper actif, donc je pense que ça se voit un peu. Et le truc, c'est qu'en fait, quand tu es hyper actif, t'as pas 4-5 solutions. Soit tu prends de la Ritaline, c'est un médicament qui te rend un Ouais, peu teubé, ou alors tu fais du sport. Voilà, c'est les deux simples mots, hein. Ou alors de la méditation, mais pour un hyperactif, ouais, c'est très compliqué. Donc moi, du coup, j'ai fait du sport, la classique, tu fais du foot, etc. Et c'est vrai que ça me permettait de me défouler. Le truc, c'est qu'après, le sport, c'est quoi? C'est 2 heures dans ta journée, grand max. Le truc, c'est qu'après, il te reste 22 heures. et puis c'est 2 heures dans ta journée si tu fais un peu un haut niveau. À haut Parce que, niveau, parce que sinon, si tu es en amateur, si tu, bah c'est tu ça, faisais du foot dans le petit club du coin, c'est bah, tu deux prends jours par des semaine, quoi. Cronenbourg et c'est tout, quoi. Ouais, Donc sinon, ouais, et du coup, le sport, ça te prend que 2 heures. Donc après, le reste, il fallait rester assis sur une chaise à l'école. mhm, Et c'était pas forcément adapté pour moi, même si j'ai toujours eu des facilités. Donc c'était quand même très compliqué. Après, au fil du temps, j'ai appris à maîtriser, parce que déjà, j'avais des parents qui m'accompagnaient pas mal à ce sujet. Et puis après, j'ai découvert les sports de combat. Et les sports de ouais, combat, c'est clairement le meilleur moyen pour canaliser son énergie et avoir conscience de son énergie et la contrôler surtout. mhm. Notamment son impulsivité. Parce que moi, j'étais très impulsif. Donc là, en fait, tu redescends de 4 étages. Tu te crois là, puis après, tu redescends. Puis tu t'es pris quelques tartes. Ouais, bah en fait, c'est plus en fait dans le sens où tu arrives, on va dire que tu as des idées préconçues sur la vie, sur plein de choses, tu te fais démolir, voilà, c'est clairement le mot. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que je dis toujours ça, tu as toujours été le nul de quelqu'un d'autre quand tu fais un sport. Même quand tu es au plus haut, Mhm. tu as toujours été, forcément, à un moment, tu as été nul, tu vois. Bon, après, il y a des gens qui ont des. Tu vois, tu as Lionel Messi, tu as Cristiano Oui, Ronaldo, tu as, ouais, Conor McGregor, tu as des mecs, voilà, ils ont eu ça dès le début. Mais normalement, au début, tu galères toujours. Et donc, moi, je trouvais ça cool de découvrir un sport où, en fait, moi, j'avais plein d'énergie à revendre. Et en fait, cette énergie-là, bah, bam, on me la stoppait et on me disait non, non, tu vas te calmer parce qu'en fait, si tu fais n'importe quoi, tu vas te prendre des droites, quoi. Donc après, bah, ouais, tu commences à faire qu'un avec cette énergie et puis ouais. Après, ça devient une force, quoi, au lieu d'une ouais. faiblesse. Parce que du coup, vers quel âge tu t'es mis au MMA? Alors, le MMA en tant que tel, j'ai commencé assez tard. J'ai commencé à l'âge de 19 ans. Ouais. Par contre, les sports de combat, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Parce que tu faisais de la boxe avant. J'ai fait du Krav Maga, donc Ouais, un art israélien de l'armée ouais. israélienne du Mossad. Mais ça manquait de défouloir. En fait, le truc, c'est que c'est un art martial. Et dans Oui, un art c'est très martial, technique. c'est très technique, c'est très Ouais. théorique. Et du coup, c'était bien pour apprendre deux, trois choses, apprendre la confiance en soi. Sauf qu'en fait, le Krav Maga, bon, excusez-moi pour tous les passionnés de Krav Maga, mais c'est pas en un an que tu deviens une machine. Mm. Ni même en 2, 3 ans, ça faut au moins 10 ans. Sinon, bah, tu vas rien faire. Donc, du coup, ça. Puis après, j'ai fait de la boxe thaïlandaise Ouais. parce que je voulais un peu de percussion et de coups.
Et là, tu apprends à prendre des claques, quoi, clairement, même Ouais. contre des gens plus faibles que toi physiquement. Tu vois, il y avait des mecs qui faisaient 50 kilos tout mouillés, mais Ouais, je me prenais un kick et ça me déboîtait la jambe, quoi. Alors que moi, j'étais pas très, très gros, mais du coup, après, je me suis mis à la musculation en me disant, Mm. tiens, le combo des deux, ça peut être pas mal. Et après, j'avais vraiment besoin, tu vois, d'aller chercher. Et puis à l'époque, c'était quoi, dans les années 2018, 2017-2018, tu avais l'ascension de Conor McGregor, qui est un Ouais, c'est combattant. ça c'est Ça là a que fait ça le boom. commence. Ouais, Puis moi, bah, pareil, je m'identifie à lui. Et donc, j'ai commencé le MMA. Et puis, c'est arrivé très vite, quoi. Après, mon entraîneur était un peu zinzin. Et il m'a mis direct au charbon après un mois, alors que j'avais fait un mois de MMA. Il m'a direct mis sur un combat. Et puis après, bah, franchement, moi, j'ai adoré. Parce que c'est des sports où, en fait, tu vas vraiment aller chercher loin dans toi, profondément en toi, comme l'ultra. Tu vois, ouais. c'est des trucs où tu vas vraiment. Ouais, Enfin, tu vas au bout de toi un peu. ouais, Ouais. parfois c'est assez fou. En fait, c'est difficile d'expliquer les sensations que tu as au Mm. MMA, mais quand tu as vraiment, tu fais face à un mec qui veut littéralement voilà, c'est le mot, il veut te tuer Ouais, en fait, ouais, non, sur mais ouais, le c'est ça. moment. Ouais. Bien sûr, après ça se passe bien, Oui, tu bois une oui. bière avec le mec et tout, mais sur le moment, le mec veut t'arracher la tête, c'est le mot. Et donc, du coup, c'est ouf de faire face à ça et d'essayer de contrôler ses émotions. Et enfin, moi, j'adorais. L'art martial, je pense que tout le monde devrait en faire au moins une fois dans sa vie, même ne serait-ce qu'un cours, parce que ça t'apprend la vie en fait. Ouais, puis même, ça peut permettre aussi déjà d'avoir plus confiance en soi, et puis de permettre de se défendre surtout, Ah bah totalement. tu vois. Totalement. C'est quand même assez important, Bah, le cette truc, c'est partie-là, qu'aujourd'hui, tu en vois. fait, comment t'expliquer? J'adore cette philosophie, c'est dans American Sniper, je sais pas si t'as déjà vu le film. Ouais. Ouais. En gros, le mec, le papa, en fait, il y a son fils qui s'est fait tabasser. Enfin, il y a son fils qui a tabassé un autre mec. Et en Mm. fait, il lui demande pourquoi t'as tabassé un autre mec, etc. Et il lui dit, écoute, papa, j'ai tabassé parce que, en fait, mon petit frère, enfin, du coup, qui était à côté de lui, il s'est fait agresser par un autre mec. Mm. Et du coup, il lui dit, écoute, je vais t'expliquer un truc. Dans la vie, il y a trois types de personnes. Tu as les loups, tu as les moutons et les chiens de berger. Les loups, c'est les gens qui oppressent, tu vois, ceux qui utilisent leur force, mais qui l'ont jamais vraiment, qui n'ont pas conscience que ce qui est du bien et du mal, eux, ils font juste le mal, ils persécutent. Tu as les moutons, c'est les gens qui acceptent le mal, qui disent rien et qui prennent des coups. Et tu as les chiens de berger, c'est l'entre-deux, et c'est ceux qui protègent les moutons justement et qui défendent les loups, qui défendent les moutons des Oui, loups qui défendent les et moutons. qui justement essayent voilà, de faire bien avec leur force, etc. Et je pense que dans la vie, il faut être un chien de berger. Ouais. Et je pense que c'est la clé. Pas être un mouton, parce Ouais. que si t'es un mouton, tu te fais oppresser toute ta vie. Mm. Et si t'es un loup, bah, t'es une ordure, quoi. Donc, Mm. du coup, je pense que les sports de combat, ça t'apprend à justement être ce juste équilibre, quoi. Ouais, et ça t'a permis aussi d'avoir des valeurs, plus de discipline ou pas, ce passage en MMA là? Bah, en fait, les sports de combat, de manière générale, ça t'apprend la discipline. Parce que Mm. déjà, si tu veux vraiment progresser, bah, déjà, tu dois t'imposer les entraînements stricts, une diète stricte. Moi, j'étais vraiment impliqué dans le processus. Et c'est ce que j'essaie toujours de faire quand je commence une activité, c'est de me dire, voilà, tu commences. Enfin, c'est mon père qui m'a toujours appris ça. Il m'a dit, si tu commences quelque chose, tu le finis. Quoi qu'il arrive, même si tu n'as pas envie, tu finis. Tu trouves un moyen, mais tu finis. Et donc, moi, c'était important pour moi de tout mettre en œuvre pour arriver à mon objectif, Mm. qui était de combattre. Donc je me suis dit, quoi qu'il arrive, un jour, il faut que je fasse un combat dans un sport de combat. Donc Donc, t'as fait ton premier combat. Krav Maga, j'avais pas fait de combat, parce que Ouais. c'était le début. Boxe Thaï, j'avais pas fait de combat. Et donc le MMA, bah, je me suis dit, vas-y, là, ça va être le moment. Ça fait quand même quelques années que je fais des sports de combat, donc pourquoi pas, quoi. Mm. Et du coup, j'ai commencé à faire un combat. Et c'est vrai que ça t'apprend plein de choses. Surtout que dans les sports de combat, tu as ce système de mentor et enfin, entre guillemets, d'élèves. Et je trouve que c'est aussi bien, parce que tu apprends l'humilité et plein de belles valeurs Ouais. qui font que, enfin, pour moi, les arts martiaux, ouais. Et il s'est bien passé ton combat ou pas? Le premier combat, ça s'est pas mal passé. Ouais, t'en as fait plusieurs? Ouais, j'en ai fait plusieurs. Le premier combat, c'était une énorme guerre. Ouais, Ouais. mais j'étais fou, un peu foufou. Tu sais, t'as ta Ouais, copine c'est qui le vient te voir premier. et tout, t'es le Ouais. premier. Mais j'avais bien fait les choses. Mais j'ai pas gagné ce combat-là. J'avais perdu, mais j'avais perdu à la décision. Mais Mm. bon, c'est des bons souvenirs. Et Ouais, quand j'y ouais. repense, je me dis c'était vraiment un très, très, très Et beau du voyage. coup, pourquoi t'as arrêté le MMA et est-ce que t'as arrêté parce que tu voulais changer et après tu t'es mis à l'ultra trail? Comment ça s'est fait? En fait, le MMA, ça a toujours été une grosse partie de ma vie. Le truc, c'est qu'en fait, l'ultra prenait une plus grosse partie. C'était comme une boule. En fait, t'as la boule du MMA qui était bien grosse, mais la boule de l'ultra, elle commençait à vraiment engloutir la boule du MMA. Et donc, au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, vu que j'avais envie d'exceller quelque part, parce que Ouais. enfin, j'ai toujours eu envie de ça, bah, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis après, il y a eu le rêve de la Barclay qui a commencé à prendre plus d'ampleur et il y a un moment où je me suis dit, en fait, si tu veux vraiment cet objectif-là qui est beaucoup plus puissant que tout ce qui est dans ta vie,
Il va falloir que tu mettes les moyens, il va falloir que tu stoppes quelque chose. Et donc, j'ai stoppé le MMA. Ouais. Mais bon, ça m'arrive de temps en temps de faire 2-3 entraînements. Parce que tu faisais à côté de l'ultra trail, en fait, tu faisais les deux en même temps. En fait, jusqu'en 2021, je faisais quasiment MMA à plein temps et de la course à pied, vraiment, voilà, je courais pas beaucoup. Je faisais des ultras par-ci par-là, mais je me blessais, je faisais n'importe quoi. Parce que je pensais que pour arriver à la Barclay, je pouvais y aller comme ça, les mains dans les poches. Ouais. Mais au bout d'un moment, tu redescends et tu te rends compte des choses. Puis après, tu prends de la maturité aussi. Mm. Mais à partir du moment où je me suis dit, voilà, là, faut vraiment mettre les choses en place pour arriver vers la Barclay, j'ai arrêté le MMA Ouais. et puis j'ai tout mis en place pour arriver. Ok. Parce que c'est souvent l'erreur qu'on fait. Par exemple, là, nous, on prépare l'Ironman. Et on s'est dit, en septembre l'année dernière, on s'est dit, bah, on va faire un Ironman. C'est assez facile de faire l'Ironman. La natation, ça va. Le vélo, ça va. Et puis un marathon, ça se fait. Mais en fait, quand tu commences à rentrer dans le truc, à commencer à t'entraîner, en fait, je pense que si tu sais toutes les épreuves qu'il y a à faire pour arriver à cet objectif, franchement, tu le fais pas. Parce qu'en fait, tu vois, tu as tellement de difficultés qu'en fait, c'est impressionnant et Non, tu idéalises toujours un peu le truc quand tu commences, tu vois. je suis totalement d'accord avec toi. Et le truc, c'est le gros problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils ne respectent pas le processus. Et en fait, pour moi, c'est une honte, tu vois. C'est une honte de ne pas respecter le processus. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux très bien arriver au sommet de quelque chose juste parce que tu as la génétique et le talent, Ouais. ou par la triche, ou par des moyens d'accès plus faciles. Sauf qu'en fait, c'est quoi l'intérêt? Je veux dire, t'as rien appris sur toi, t'es arrivé au bout, voilà, mais c'est quoi? C'est nul, tu vois. Donc en fait, je trouve ça tellement beau, moi, de s'impliquer dans un truc, de souffrir, de Ouais. tout voir, d'apprendre des autres, tu sais, d'être curieux. Tu vois, moi, même encore aujourd'hui, j'apprends plein de choses. J'essaie de continuellement apprendre des choses et de lire des choses, de m'intéresser, poser des questions, même à des gens qui me semblent bien inférieurs d'un point de vue du niveau. Et aujourd'hui, les gens, bah, ils veulent trop brûler les étapes. Tu vois, moi, je coach des gens. Les mecs, ça fait un mois, ils font de la course à pied, ils veulent déjà se lancer dans l'UTMB ou la Diagonale des Fous. En fait, il y a des gens, ils Ouais, vont te ouais. dire, oui, c'est bien, faut avoir des rêves, faut y aller. En un mois, on peut faire des choses, etc. par la force de l'esprit. Ouais, mais c'est nul. Le mec, il va faire l'UTMB et après, il voudra faire quoi? Il voudra plus rien faire parce qu'il aura atteint son rêve au bout d'un mois. Moi, la Barclay, ça fait depuis 2018 Puis que j'en rêve. il sera peut-être dégoûté aussi. Il sera peut-être dégoûté parce qu'au Parce final, que ça sera tellement dur. tu Ouais. te rends pas compte, mais quand tu te mets une obsession pour quelque chose et quand tu y arrives hyper rapidement, Ouais. ça te déprime en fait. Et moi, la Barclay, ça fait depuis 2018, tu vois. Ça fait quoi, 7 ans, 6-7 ans que j'en rêve. Ouais. Et j'adore ça, tu vois, de me dire que c'est un truc qui a suivi toute ma vie, quoi, depuis que j'ai 18 ans, quoi. Et comment il a émergé ce rêve? Comment il est arrivé? Comment tu t'es dit, je vais faire la course la plus dure du monde? Bah, en fait, c'est simple. À l'époque déjà, la course à pied, c'est pas comme c'est aujourd'hui. Je te parle de ça, c'était en 2018. Et moi, j'ai commencé la course à pied quand même. Je courais depuis l'âge de 9 ans, donc je connaissais Ouais. déjà le monde du cross-country et tout. Ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. À l'époque, il y avait. C'est fou. Et Enfin, puis maintenant, c'est stylé de courir. c'est stylé, puis c'est une Ouais, mode. Enfin, ouais. c'est une mode Ouais, et non, tout mais le c'est monde vrai. court et tout le monde veut montrer qu'il court. Alors qu'à Ouais. l'époque, c'était vraiment pas du tout comme ça. À l'époque, c'était vraiment le fitness, c'était la musculation à Ouais, l'époque. c'est vrai. C'était quand C'était il y avait Thibaut ouais, c'était InShape. ça, c'était le fitness et c'était tout. Et il y avait la course à pied, mais pas trop, hein, c'était pas ça. Donc à l'époque, moi je suis sur Facebook, je venais de faire un trail il n'y a pas si longtemps que ça grâce à un ami et tout. Et je sais plus, je défile le truc et je vois un documentaire qui s'appelle La Barclay sans pitié. Et donc je me dis, tiens, ça a l'air cool et tout. Je clique dessus et là je vois un documentaire et là 20 minutes. Et vraiment, le documentaire, c'est de Alexis Berg, il est incroyable. Hmm. Et là, je me souviens, je regarde le documentaire, je fais, waouh, je le regarde une deuxième fois, enfin, limite, j'étais fou, quoi. Et puis après, je le partage sur Facebook et je mets un truc du style Great History. Et puis là, c'était je crois, le 28 février, 28 mars 2018, je me souviens. Et puis à partir de là, je me suis dit, voilà, je vais faire cette course, quoi qu'il arrive, il faut que je trouve un moyen de faire cette course. Donc je regarde sur Internet, deux, trois trucs, je vois que c'est le mode d'inscription, les secrets et tout. Je commence à m'intéresser de plus en plus, etc. Mais ça a vraiment commencé en 2021 où j'ai commencé à vraiment me rapprocher du monde de la Barclay, c'est-à-dire Ouais. commencer à rencontrer des gens qui avaient fait la Barclay, Et puis mettre faire un des plan en grosses place. courses aussi. Ouais, mettre un Ouais. plan en place vraiment solide pour arriver à cet objectif-là, quoi. Ouais, ouais. Parce que du coup là, t'avais le rêve. Après, ça a commencé à devenir un objectif. Et du coup, tu t'es placé des objectifs entre. Et du coup, un des objectifs, c'était de faire la Pacific Crest Trail. Alors, en fait, le Pacific Crest Trail, c'était pas vraiment. En fait, je m'étais fait un plan de route en me disant qu'il faut que je fasse des 100 miles, il faut que je fasse des FKT. Donc, pour ceux qui savent ce que c'est des records
une aventure, etc. Oui, parce qu'il faut avoir un palmarès quand même un Ouais, il peu faut avoir pour. un CV, il faut répondre Ouais. à certains critères. Donc, Mm. faire des projets de record, des aventures, faire des courses partenaires, enfin, plein de choses qui sont assez secrètes, souvent on le dit pas trop. Mais voilà, il faut avoir un CV assez Mm. solide en course à pied, quoi. Donc, c'est comme si tu veux rentrer chez Goldman en banque, bah, faut que tu aies Ouais, des références. Et bah Ouais. là, c'est pareil. Mm. Et du coup, là, je m'étais dit, ok, bon, on va commencer doucement. On va déjà faire les courses les plus difficiles chez soi en France, Échappée Belle, Pika Pika, Diagonale des Fous, tout ça. Mm. Quand tu as fait tout ça, au bout d'un moment, tu te dis, ok, je connais le monde des 100 miles, je l'ai découvert, je sais ce qu'il faut faire. Après, j'ai commencé à faire des micro-aventures, tu vois, des GR20 rapidement, des traversées des Aravis, voilà, des trucs pour connaître un peu aussi les montagnes près de chez moi, me connaître un peu plus. Et au bout d'un moment, tu arrives à une espèce de limite où tu te dis, bon, c'est quoi la suite, quoi? Là, j'ai quasiment fait plein de choses. Je sais que j'ai pas forcément le niveau et l'envie de mettre tout en place pour gagner des 100 miles, tu vois. J'avais pas envie de. Enfin, j'ai clairement pas envie de sacrifier toute ma vie pour perdre 15 kilos, tu vois, Ouais, m'entraîner 35 heures par semaine pour aller enfin, me mettre en pièce sur un ultra. C'était Parce que, clairement pas ouais, l'objectif. parce qu'il faut y aller pour gagner un ultra, Ouais, un aujourd'hui, bah, 100 un ultra, ça km. dépend. Moi, j'en ai déjà gagné, mais juste, il y a des trucs, c'est, tu vois, des fous, un UTMB, Oui, faut y aller quand même, tu vois. Aujourd'hui, faut quand même y aller, faut s'entraîner vraiment très très dur. faut concurrencer Kylian Jornet, hein. Ouais, faut concurrencer des Kiki, des Mathieu et tout, donc c'est pas évident. Ouais. Et donc, c'était pas du tout mon ambition. Et donc, je me suis dit, bah, je vais essayer de me recentrer sur des projets d'aventure. Et c'est vrai que le PCT, ça faisait des années, enfin, tout le monde connaît plus ou moins dans le monde de l'aventure et tout, de la course à pied, le PCT parce que c'est un peu le Graal des longues randonnées. Tu Mm. tapes longue randonnée sur Internet, tu trouves forcément un truc sur le PCT. Ouais. Et puis, en plus, il y a eu un livre qui était sorti, qui était super connu. Et donc, j'avais vu ça à l'époque en me disant, tiens, quels sont les trucs les plus difficiles du monde? J'étais tombé sur bah, ça, le Tour des Géants, Marathon des Sables. Et il y avait le PCT, justement. Ouais. Donc, j'ai skippé, tu sais, j'ai dit, vas-y, c'est trop long, 4200 bornes, j'ai pas ça, enfin, j'ai pas que ça à faire, tu vois. Et puis les années passent, les années passent, et puis en fait, il y avait des petits signes dans ma vie qui me faisaient rappeler ce truc-là. Tu vois, j'ai rencontré une américaine qui me parle de ça, qui dit qu'elle habite pas loin, donc je me suis dit, tu sais, ça émerge, ça émerge. Et puis en fait, je m'étais renseigné sur les finishers de la Barclay, et il y avait beaucoup de gens qui avaient un lien avec le PCT, soit qu'ils l'avaient fait Ok. en mode record et tout. Ouais. Je m'étais dit, tiens, c'est quand même fou, quoi. Il y a un moment, il va falloir que je fasse un truc avec ça, quoi. Et puis en fait, les étoiles étaient alignées, je savais pas quoi faire après mes études. Donc c'était soit je partais dans un taf en finance, j'avais pas Ouais. envie, ou alors je me lançais dans une aventure ou dans un voyage. Et puis là, je me suis dit, bon, peut-être le moment, quoi. Et puis Karel Sabé a sorti un documentaire dessus, j'ai regardé le doc, et puis le lendemain, j'ai dit, vas-y, c'est bon, je me lance. Et puis après, bah, Ok. j'étais parti pour ça. Tu peux expliquer un peu ce que c'est du coup la PCT, du coup c'est la Pacific Crest Trail. Est-ce que tu peux expliquer un peu en détail pour les gens qui ne connaissent pas Ouais, bah pour cette expliquer course? bien plus profondément que ça, en fait, aux États-Unis, tu as trois hikes, donc trois longues randonnées. Tu as l'Appalachian Trail, le Continental Divide Trail et le Pacific Crest Trail. L'Appalachian Trail, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les crêtes des Appalaches. Donc c'est sur l'est des États-Unis. Ça traverse le Tennessee et tout ça. Et c'est que dans une forêt. Et c'est très escarpé. Et tu as genre Mm. 3800, 3500 km. Ça, c'est les Appalaches. C'est très compliqué aussi. Ensuite, tu as le Continental Divide Trail, qui est la ligne de séparation des eaux. Donc, c'est quoi une ligne de séparation des eaux? C'est quand il y a une goutte d'eau qui tombe, soit elle tombe dans le Pacifique, soit à l'Atlantique. Et ça sépare plus ou moins cette ligne-là. Et Ok. donc, c'est pas vraiment un chemin tracé, c'est beaucoup plus long, c'est très sauvage. Ça se passe dans le Colorado, bref, un peu tout ça, Montana et tout. Ça, c'était pas un truc qui m'intéressait, l'Appalache aussi. Et puis, tu as le Pacifique, donc c'est un peu le GOAT, tu vois, le Graal des Ouais, ouais. hikes. C'est Saint-Jacques-de-Compostelle américain. Et ça suit les crêtes du Pacifique, donc sur la côte ouest. Et donc, tu pars de Campo, c'est la frontière mexicaine. Tu traverses l'État de Californie, qui fait 2800 km. Puis en plus, tu vas à l'État d'Oregon et tu as l'État de Washington pour arriver à Manning Park, qui est la frontière canadienne. Et par là, tu traverses le désert, tu traverses les grandes forêts, tu vois des ours, des serpents, des moustiques, des pumas, des montagnes à 4000 mètres d'altitude. Donc en fait, ce qui est assez fou avec ce sentier, c'est qu'il est quand même plutôt roulant. Il y a 120 000 mètres de dénivelé positif, ce qui n'est pas forcément impressionnant quand tu fais un rapport distance-dénivelé. Ouais. Parce qu'en fait, typiquement, si tu fais un rapport entre le dénivelé des Pyrénées avec la distance, ça te donne un coefficient de 0,05. Ouais. Et si tu fais le coefficient sur le PCT, ça te donne un coefficient de 0,025. Donc c'est divisé par deux Ah en ouais, c'est termes la moitié. de rapport. Donc c'est Ah ok. pas, tu peux le faire à cheval, par exemple, le sentier. Si t'as un malade, tu peux le faire en VTT. Tu vois, Ouais. enfin, je veux dire, c'est un sentier qui est assez roulant. La difficulté, c'est qu'en fait, la météo est quand même très changeante. Tu passes Ouais, du est-ce que tu, désert, ouais, tu passes dans trois. bah c'est ça, tu passes dans trois états, tu Ouais. passes dans désert, puis ensuite d'un coup, tu passes à 4000 mètres d'altitude où il fait Ouais. moins 5 degrés la nuit, où voilà, où c'est pas, où tu as de la neige. Ensuite, tu passes dans un truc où tu as des forêts, il fait très humide, tu as des moustiques et tout. Et après, tu repasses dans les montagnes. Donc en fait, c'est assez compliqué. Moi, j'ai eu beaucoup de chance sur la météo, mais voilà, il faut faire avec ça.
c'est vraiment la notion de météo qui est très compliquée là-bas et où il faut s'adapter, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que tu t'es fixé des objectifs intermédiaires avant la Pacific Crest Trail où tu y allais, tu t'es juste entraîné 4, 5, 6 mois et tu y allais comme ça? En fait, le PCT, donc quand j'ai lancé le projet en fin novembre, je me suis dit, voilà, c'est le PCT que je veux faire et de toute manière, il va falloir que je me prépare pour ça. Sauf que je me suis dit, quelles sont tes possibilités pour t'entraîner pour ça? Tu te prépares physiquement, tu te prépares mentalement et tu te prépares logistiquement. Logistiquement, j'avais fait tout le taf. J'ai vraiment tout retourné, j'ai fait bien les choses. Mentalement, j'étais déjà prêt et j'ai vraiment bu le PCT pendant des mois. Physiquement, la clé, c'était de savoir quoi faire. Soit tu t'entraînes beaucoup, mais tu as le risque en fait que quand tu arrives le jour du D'arriver sentier, éclaté. tu es fatigué, tu es Ouais. éclaté et tu n'as pas la dalle. Et Ouais. moi, j'avais pas envie de ça. Mm. Donc du coup, je n'ai pas beaucoup fait. Je m'entraînais beaucoup moins que d'habitude. J'ai clairement baissé le volume à fond. J'ai continué à faire une saison normale, j'ai fait des courses par-ci par-là, je me suis amusé, j'ai fait des trucs. Et je me suis dit, comme ça, quand tu arrives le jour J, t'es bien, tu vois, tu as vraiment les crocs et tu as envie de ça, quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai préparé le truc, en me disant, il faut que tu trouves un objectif qui soit réalisable et en même temps qui te permette de prendre du plaisir et de vivre une aventure. Et donc, pour moi, je m'étais fixé 80 jours, ce qui était l'équivalent de 53 km par jour. Et donc, en fait, ce qui n'est pas si impressionnant que ça, pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu prends une journée, si tu fais du 5 km/h, ça te fait 10 heures à Mm. marcher, juste à marcher déjà, Ouais, ouais. 10 heures, 10, 11 heures par jour. Tu te lèves à 4 heures du matin ou 5 heures, tu as fini ta journée, il est 16, 17 heures. Et après, il te Mm. reste toute la soirée. Donc, ça allait, tu vois. Et je me suis dit, c'était un bon moyen pour faire plein de choses. Et c'est comme ça que j'ai défini le 80 jours et surtout en me disant que je serais le premier Français à le faire parce que je m'étais renseigné, il y en avait vraiment zéro qui avait fait en courant, j'ai Ouais. bien dit, parce qu'il y en avait qui avaient fait en marchant. Et du coup, je me suis dit, ça va être cool de poser une première marque et peut-être que ça donnera envie un jour à un Français de baisser la Ouais. marque, quoi. Ouais, c'est sûr. Et du coup, t'as fait aussi le GR20 Ouais. avant et ça s'est pas super bien passé. Je crois que tu as dû abandonner 2 fois. Et après, est-ce que tu l'as réussi? Et aussi, est-ce que tu peux nous parler de ces abandons et surtout comment tu t'en es remis? Comment tu as fait pour passer outre? Parce que on voit souvent que les victoires des gens, mais je trouve que c'est quand même intéressant de s'inspirer un peu des défaites des gens pour savoir qu'est-ce qu'il faut pas faire et comment faire mieux que. Très intéressant. Le GR20, ça a toujours été pour moi un mythe parce que ça m'a aussi fait naître en tant qu'ultra. Parce que le premier projet que j'ai fait vraiment d'outdoor, vraiment ce que j'ai adoré, c'était le GR20. J'avais fait ça en 7 jours en Ouais, plein hiver avec mon frère. Les refuges étaient fermés. ouais, On faisait du feu à l'intérieur notamment refuge je crois que c'est le refuge de Asco, je me souviens. On avait fait un feu avec des mecs qu'on avait rencontrés. Bref, c'était vraiment un environnement très sauvage et j'ai découvert le GR20, enfin le vrai GR20 quoi. Donc là, c'est là que j'ai adoré. Ensuite, je me suis dit, bon, je l'ai fait en 7 jours, on va le refaire et essayer de le faire mieux que ça. Donc je l'ai fait en ouais, 3 jours, en courant. Et là, j'ai adoré. Vraiment, une vraie expérience d'ultra. 2 jours plutôt moins cool. Et le dernier jour où on a fait tout le sud en one shot. ouais. Et là, c'était l'enfer. Enfin, c'était l'enfer parce que j'ai découvert les hallucinations, la vraie fatigue extrême. Mais j'ai adoré. Je l'ai fait ça avec un ami qui est aujourd'hui un très très bon copain à moi. Ouais. Et donc après, je me suis dit, bon, t'as fait ça en 3 jours, t'as fait ça en 7 jours. Il n'y a jamais eu personne qui a tenté un record sans assistance. Ça pourrait te donner une ligne sur le CV. Donc je me suis dit, vas-y, tentons-le. Parce qu'il y a personne qui l'a jamais testé. En Euh, record sans assistance. Il y en avait ouais. qui l'avaient fait avec assistance. Il y a Lambert Santelli, François Daen, Mm. Kylian Oui, Jornet, oui. Xavier Thévenard, Lise Rousset. Quand tu dis sans assistance, c'est-à-dire. C'est-à-dire que tu n'as pas d'aide, tu n'as pas de Ok. pacer, tu n'as personne qui te donne de la bouffe, tu te démerdes. Ouais. Tu pars dès que tu Ouais, as t'es tout bouffe seul. et tu finis que tu as bouffe. Mm. Et tu peux chercher de l'eau sur le sentier, mais tu demandes de l'aide à personne. Et donc j'ai voulu tenter ce truc-là. J'ai échoué j'ai échoué pour une autre raison que ce que je vais t'expliquer après. Mais en fait, je me suis foulé la cheville déjà dans le cercle de la solitude, qui est un endroit très compliqué. Et en plus de ça, merde, ma chaussure s'est trouée à l'avant. Ouais. Donc du coup, j'avais ces deux problèmes-là. Donc j'ai dû faire avec les deux. Et donc j'ai trouvé un mec au refuge de TJ2, qui est à peu près qui est à 40 km du départ. Et il m'a vendu une paire de chaussures parce que j'avais du cash à 150 balles, je crois, si je dis pas de bêtises. C'était une paire de Jackal, la Mm. Sportiva, sauf qu'elle n'était pas faite pour mon pied. Et donc j'ai fait 100 bornes dessus qui frottaient mon tendon d'Achille. Donc c'était l'enfer. À la fin, je marchais plus. Enfin, c'était horrible. Et donc ça, c'était le premier échec. Et le deuxième échec, j'y suis retourné le même été en août
Et en fait, là, j'ai tenté avec un copain à moi qui était très très fort. Et je me suis dit qu'en le tentant avec lui, ça allait être bien. Sauf qu'en fait, on n'a pas forcément le même rythme. Et il avait quand même un beaucoup plus gros niveau que moi. Et le truc, c'est qu'on s'est pas mal tiré la bourre. On a fait une grosse étape. Et il faisait très très chaud. Mm. Donc déshydraté. Bref, c'était l'enfer. On était des légumes. Donc on a fait 50 km. Et puis après, on a dit ça sert à rien. De toute façon, on n'aura pas le record. Et moi, je voyais pas l'intérêt de finir un truc si c'est pour pas avoir. Enfin, je venais pour faire le record. Donc je l'avais déjà Ouais. fait le GR20. Donc j'avais aucun intérêt. Donc on s'est arrêté là. Et les échecs, ce que ça m'a appris, surtout la première fois, en fait, en fait, j'avais fait que la Java pendant la prépa de ce Java-là. J'étais pas assez obsédé par enfin, par ça en fait. Je m'étais entraîné quand même de manière conséquente, mais pas assez comme j'avais pu le faire par exemple pour le Java en 3 jours où j'avais fait des semaines dans Montmartre où je faisais 1500 par jour dans Montmartre, tu vois. Ouais, Et ouais. là en fait, j'avais perdu la flamme en me disant tiens, je vais le dompter le truc quoi. Et en fait, voilà, le dimanche, je faisais la Java sur des péniches à Paris. Je me levais Ouais. enfin, le lundi matin à la gueule de bois et j'allais m'entraîner. Enfin, c'était pas du tout cohérent avec ce que je voulais faire. Donc, derrière, forcément. Après, c'était pas ça qui m'a fait abandonner. Mais je pense Mais que. ça y est, à jouer. Mais c'est la chose, parce que de toute manière, même si la chaussure m'a impacté, je pense que je l'aurais pas eu quoi qu'il arrive. Mm. Donc voilà. Mais du coup, j'aimerais bien le retenter un jour. Mais Ouais. malheureusement, un autre Français l'a fait et il l'a obtenu cette année. Donc, du coup, il Ah faudra ouais? que je fasse mieux que lui et il a fait une très belle marque. Il a fait en combien de temps? Sébastien Réchaud en 44 heures et il a fait ça en plus en se perdant. Donc, tu vois, Ah il ouais. y a une marge de manœuvre. Et je crois qu'il va le refaire cette année pour faire encore mieux. Ah, ok. Et pour repartir, parce que du coup, comment t'as fait surtout, la deuxième question, c'est comment t'as fait pour, bah, comment on dit? Pour passer au-dessus de cet échec en fait. Comment t'as réussi, après l'échec du GR20, à te dire, bah, faut pas que je me morfonde sur mon sort, il faut quand même que j'arrive à y retourner et que je me refixe d'autres objectifs et que j'aille de l'avant, tu vois? Bah en fait, la déception, elle vient souvent de deux choses. Elle vient par rapport à toi-même, de tes attentes avec toi, vis-à-vis de toi-même. Tu avais envie de faire le record, tu l'as pas eu, donc tu es déçu de toi-même. Premier point. Deuxième point, ça c'est un autre point qui ne concerne pas tout le monde, c'est la déception vis-à-vis des autres. J'ai montré que j'allais réussir un truc, je ne l'ai pas réussi, et du coup l'impression de décevoir les gens, la pression sociale. Ça, le Mm. deuxième, je m'en fous. Tu vois. Clairement, j'en ai rien à foutre. Qu'on me dise enfin, que t'es nul ou t'as pas réussi. En fait, Ouais. les mecs, je les emmerde. Par contre, le premier, là, c'est autre chose. Parce que quand tu as des grosses attentes vis-à-vis de toi-même, hein, des ambitions, un rêve, bah là, en fait, quand tu as pas obtenu ce que tu voulais, ça te fait, voilà, ça te fait chier parce que tu t'es préparé, tu as mis de l'énergie dedans. Et ça, c'est quand même embêtant. Donc, clairement, je pense que le plus important, c'est de toujours. Ça dépend de l'objectif, Ouais. typiquement. Mais je pense que c'est important déjà de faire une phase de deuil. Tu vois, c'est normal, tu vois, d'être déçu et d'être triste. Donc, il faut l'accepter. Tu vois, faire une semaine où tu fais de deuil, tu cours pas, tu fais pas de sport et tu acceptes ce que tu as Ça te défaites. permet Tu de essaies de rire. décompresser un peu. Ouais, tu Ouais. décompresses et tu penses à autre chose. Moi, tu vois, j'ai fait une semaine, j'ai rien pensé, pas du tout pensé à ça, enfin, rien à faire. La deuxième semaine, ou alors les jours d'après, c'est essayer de comprendre ce qui s'est passé, tu vois. Pourquoi? Tu vois, moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Déjà, pourquoi t'es parti avec une chaussure qui était un peu trouée, déjà, complètement con. Ouais. Deuxièmement, enfin, pourquoi ta cheville elle a sauté, tu vois? Bon, parce que déjà, elle avait déjà sauté avant et j'ai pas fait de renfort dessus. Troisièmement, ta prépa était pas mauvaise, mais t'as fait n'importe quoi, le sommet était pas là. T'as pas vraiment respecté l'épreuve. Donc déjà, tu vois ces trois Ouais, tu t'es éléments-là. pas mis à 100% dans la prépa. Exactement. Et du coup, Ouais. en analysant ces trois points-là, je me suis dit, ok, bon, la raison de mon échec, elle est simple. C'est pas forcément. C'est de ma faute et entièrement de ma faute. Donc à partir de là, il faut juste que je travaille sur pas les points où j'ai fauté, quoi. Mm. Et puis après, bah, tu te dis, de toute façon, ces échecs-là, bah, ça fait partie du processus parce que de toute manière, le seul et vrai objectif ultime, c'est la Barclay. Tout ce qui est autour, j'en ai Ouais. rien à faire. Ouais. Je rate, pas grave. Le plus important, c'est juste d'arriver le jour à la Barclay et de réussir. Mm. C'est ça le seul objectif et ce pourquoi je fais ce Ouais. truc. Donc, il y a des trucs, bien sûr, où parfois, t'as pas envie de rater parce que tu as vraiment tout mis. Mais ce GR20 là, pour moi, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'ai pas réussi. C'est parce que j'en avais pas mis une obsession comme j'en mettais avec la Barclay. Mm. Contrairement au PCT, par exemple, où j'en ai fait une obsession comme la Barclay. Et là, du coup, bah, la réussite était au Ouais, rendez-vous, ouais. quoi. Et du coup, mais ça t'a servi pour après toi ta prépa de la PCT et ça t'a servi. Est-ce que du coup tu t'es entouré? Est-ce que tu t'es mieux entouré? Est-ce que tu as fait appel peut-être à un prépa mental, à un prépa physique, à des ostéos pour mieux te préparer à cette. Non, Non, pas du tout. non, bah, en fait,
Le coach, je l'avais déjà. Ouais. Donc ça, j'ai toujours eu un coach. Prépa mentale, alors j'ai fait un podcast là-dessus la dernière fois et c'était hyper intéressant. Ouais, En fait, je j'ai. pars que du principe qu'il y a deux types de prépa mentale. Il y a la prépa mentale consciente. Donc celle consciente, attention, c'est des termes pas scientifiques que je vais expliquer là. Donc je veux pas qu'il y ait un mec qui me dise attention, ça va rien dire ce que tu dis. C'est moi qui les ai inventés. La prépa mentale consciente, c'est simple. C'est quand tu vas de toi-même faire la démarche d'aller chercher la préparation mentale ou ou le psychologue. Typiquement, c'est toi qui vas appeler un rendez-vous, tu vas faire des techniques conscientes. Ça, c'est de la préparation mentale consciente. Ensuite, tu as la prépa mentale inconsciente. C'est celle que tu n'as pas forcément consciente au début et que tu finis par avoir conscience à la fin. Typiquement, regarder un film sur de l'ultra trail, bah, c'est une prépa mentale. Ça te permet de Ça te visualiser. motive, ça te visualise. Ça, Ouais. c'est le premier point. Deuxièmement, quand tu cours et tu te dis, putain, tu t'imagines dans la course, tu vois, là, ça doit faire 2 semaines, je m'imagine tout le temps, je me réimagine sur le PCT, cette fois-ci en train de faire le record, tu vois. Enfin, tu vois, Ouais. c'est des trucs cons. Et en fait, ça, c'est de la préparation mentale. Troisièmement, je sais pas moi, enfin, plein de trucs comme ça, tu vois. Quand tu te dis t'es le meilleur, tu vas y arriver. Ça, c'est de la préparation mentale. Mais ça, on n'en a pas Ouais. conscience forcément au début quand on te le dit pas. Parce que c'est toi qui le fais dans ta tête tout seul C'est ça. parce que Et c'est donc, naturel. moi, la préparation mentale inconsciente, je l'ai toujours eu un peu. Ça a toujours été un tronc très solide chez moi. Ouais. J'ai toujours été bon là-dedans et j'ai jamais eu à optimiser ça. J'ai jamais eu de problème de confiance, tu sais, de stress et tout. Donc, à partir de là, je n'avais pas trop ce besoin. Par contre, j'ai fait la démarche d'aller voir un préparateur mental, qui était un ami à moi d'ailleurs au passage. Et en fait, il m'a proposé l'exercice. Il m'a dit, écoute, je te suis pendant 1 mois et je te montre un peu les techniques. Tu prends ou tu prends pas, on s'en fout. Juste comme ça, je te montre et tu es sensibilisé. J'ai vu ce que ça donnait. J'ai vu que j'avais pas. En fait, clairement, j'avais pas de problématique. Donc, en fait, lui, il n'avait pas forcément grand chose à m'apporter. Ouais, est-ce que tu y allais parce que il t'avait proposé. Bah, c'est ça. Mais par Ouais. contre, il m'a apporté quand même des choses dans le sens où j'ai pu me livrer. C'est-à-dire qu'en fait, déjà rien que de parler à quelqu'un, de se livrer sur la manière dont tu perçois la course à pied, Ouais. ton sport, ton rapport à ton sport, pourquoi tu le fais, Mm. comprendre pourquoi tu le fais. Ça, c'est ce que 90% des gens n'ont pas encore en eux, c'est qu'ils ne savent pas vraiment pourquoi ils font un sport ou pourquoi ils font une activité. Pourquoi, tu vois, c'est des choses. En fait, enfin, moi, la question pourquoi, je pense que c'est la question la plus essentielle. Pourquoi tu travailles dans ce job? Ouais, non, mais. Pourquoi tu es avec cette copine ou ce mec? Ouais. Peut-être qu'en fait, tu te poses des questions, tu te dis, mais en fait, je sais pas. Mm. Et là, tu te dis, ok, bah, peut-être faut que je refasse ma vie, tu vois. Et ça, c'est des trucs qu'il faut se poser. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais Parce ci? que sinon, il n'y a pas de sens à tout ce que tu fais. Bah, il n'y a pas de sens. Et parfois, les pourquoi, ils n'ont pas forcément besoin d'être complexes. Hein. Tu sais, juste, bah, tiens, j'ai envie de me dépasser. Ouais, c'est un Ouais. pourquoi ça. Tiens, j'ai envie de d'être. prendre du plaisir. J'ai envie de prendre du tout plaisir, simplement. j'ai envie de rendre fier mes proches. Et ça, Mm. c'est des pourquoi. Après, il y a des pourquoi qui sont malsains, par contre. Tu Ouais, vois. non, mais ça, c'est vrai. Le pourquoi, typiquement, si tu te dis, tiens, j'ai envie de. En fait, il y en a qui vont pas te le dire parce qu'ils sont hypocrites avec eux-mêmes. Mais tu vois, typiquement, les gens qui sont sur les réseaux sociaux à fond, tu leur enlèves les réseaux sociaux, bah demain, ils courent plus, quoi. Parce qu'en fait, ils courent pour Ouais, les parce autres. que ouais, il court pour le montrer. Bah, ils courent pour le montrer. Après, enfin, moi, c'est pas ma philosophie parce que je pars du principe que l'authenticité doit être maître dans tout. Bien entendu, les réseaux sociaux, c'est une bonne chose pour le travail, pour le business, pour inspirer les autres. Et je dis pas que montrer tout ce que tu fais, c'est mauvais. Parce que ça a aussi du bon. Tu peux Il inspirer faut des pas gens. que ça soit malsain, en fait. C'est juste qu'il faut pas que tu rentres dans une routine malsaine où vraiment tu es dans l'espèce de un show-off un peu malsain où vraiment ça devient ridicule, quoi. Mais Ouais, ouais. bon, je cible personne, bien entendu. Ouais, ouais. Et du coup, pour la Pacific Crest Trail, pour t'entraîner, tu t'es entraîné combien de mois à l'avance? Combien d'heures d'entraînement par semaine? Combien de kilomètres? Est-ce que tu faisais des entraînements spécifiques? T'avais dit que tu montais Montmartre. Ouais. Est-ce que tu peux. Bah en fait, le truc c'est que bon, Montmartre, je le faisais beaucoup quand j'étais sur Paris. Après, je suis revenu chez moi et mes parents en Bretagne pour Ouais. faire le PCT. Et donc là, je me suis posé la question comment préparer ça. En fait, c'est simple. Quand tu veux préparer quelque chose, que tu veux quelque chose, il suffit de regarder les gens qui ont fait la même chose. Enfin, c'est simple. Hein. Tu Ouais. veux finir l'UTMB, bah, tu regardes ce qu'ont fait les gens qui ont fini l'UTMB et puis tu t'inspires. Moi, j'ai regardé ceux qui avaient fait le PCT. J'ai vu qu'il y avait 9 personnes qui avaient fait le PCT. Pour leur rendre honneur, il y a Jessica Paqueri, Heather Anderson, Karel Sabé, Nick Fowler, Josh Perry, Joe McConaughey. Bref, il doit en rester 2-3 là. Et du coup, j'ai regardé tous leurs récits de course. J'ai regardé tous leurs reportages et j'ai observé les Strava. Pas tous, il y en avait, ils ont fait ça dans les années 2000, Ouais, il y etc. en a, ils n'avaient pas ce travail. Ils n'avaient pas Strava. Et donc, j'ai observé les Strava. J'ai observé leurs entraînements, leurs rapports de course, etc. J'ai lu les bouquins et je me suis dit, ok, bon, bah, c'est simple. Ils ont préparé le truc d'une manière assez simple. Ils n'ont pas forcément fait beaucoup plus avant. Ils ont continué leur entraînement, leur routine. Par contre, là-dedans, c'était solide, quoi. C'était Ouais. hyper solide. Et Karel Sabé, qui est mon exemple et mon inspiration, lui,
Il disait, moi écoute, j'ai un boulot de dentiste dans la semaine, j'ai une famille à gérer, donc en fait, j'ai pas que ça à faire 20 heures de sport par semaine. Je peux pas les faire, j'ai pas Ouais. le temps. Et sinon, je vais perdre ma famille et mon boulot. Donc en fait, lui, il s'est dit, écoute, je vais trouver un juste équilibre. Et donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il court plus ou moins 70, 80 bornes par semaine. Donc ce qui est loin d'être énorme quand tu es à haut niveau comme lui, Mm. parce que c'est quand même une star clairement Oui, aujourd'hui. ce que tu te dis quand tu cours pas, tu te dis 80 kills par C'est semaine, beaucoup, ça mais fait beaucoup. 80 quand tu entraînes beaucoup, Oui. c'est une semaine Ouais. de Enfin, clairement, on dit ça souvent, c'est Jimmy Gracie qui dit ça. Déjà, lui, il dit 100-120 bornes, c'est une semaine de sprinter, tu vois. Il dit ça. Ah ouais. Parce que lui, Oui, on non, parle ouais. du meilleur français sur 10 bornes, Ouais. clairement. Et du coup, bon, 80 bornes pour un ultra trailer en plus. Là, c'est même plus un coureur de marathon. Ouais, On ouais, parle non. d'un ultra trailer. Ouais. Et lui, il fait 80. Par contre, ce qu'il fait, c'est que derrière, il fait souvent l'inverse d'un affûtage. C'est que souvent, les 2, 3, le dernier mois, il va faire des grosses sorties longues qui sont adaptées à son objectif. Typiquement, là, il vient de faire le T Arorera, donc c'est la traversée de la Nouvelle-Zélande en mode record. Et le dernier mois, il a dû faire 3 sorties à 70 bornes. Il a fait 3 sorties à 70 bornes, bien vénère. Après, à Ouais. côté, il courait un peu plus ou moins tous les jours, des petits Ouais. footings. Mais il a fait des grosses sorties et pour préparer son corps à lui dire écoute, mon coco, dans un mois, tu vas faire ça. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un week-end back-to-back, on appelle ça. C'est un week-end où en fait, tu enchaînes 2 jours avec beaucoup de volume. J'ai pris mon sac que j'avais sur le PCT et j'ai fait 2 fois 50 km, donc la distance que j'allais faire. Et j'ai fait à peu près plus ou moins un dénivelé similaire à l'objectif. Et puis j'ai testé ma routine, voilà, le sac, savoir si ça allait me faire des frottements. Et je pense que c'est juste ça qu'il faut faire, c'est du spécifique par rapport à l'objectif. Mm. Donc préparer bien sa logistique, son sac. Et puis voilà, donc je pense que c'est Ouais. la meilleure préparation à faire. Ouais, ouais, et parce que c'est lui qui faisait, il avait un enfant et il courait, je sais plus si c'est lui qui courait la nuit parce qu'il avait un enfant en bas âge et il devait courir sur un tapis la nuit et il s'entraînait en fait, il s'entraînait pas énormément, mais il s'entraînait très très dur. Je me rappelle plus si c'est lui ou pas. Alors, Mais c'est pas c'était, lui spécifiquement, ouais, enfin, en tout cas, j'ai pas entendu parler de ça d'auprès de lui, mais après, des coureurs qui ouais, ouais. courent quand ils ont leurs enfants, il y en a plein. Mm. John Kelly, qui est le finisher de la Barclay aussi, lui, typiquement, bah, quand il a fait sa préparation Barclay, fallait qu'il optimise sa préparation. Et du coup, ce qu'il faisait, c'est que souvent, le week-end, il faisait des gros trucs, Mm. et la semaine, bah, fallait qu'il gère ses enfants, fallait qu'il garde ses enfants, bah, il leur disait, écoute, là, vous allez jouer là, et moi, je vais faire du tapis. Et voilà, lui, il faisait du Ouais, tapis à côté. Il courait peut-être pendant 2 heures et il regardait ses gosses jouer. Et puis comme ouais, ça, c'est il ça. surveillait. Tu vois, il était présent avec eux quand même physiquement dans la salle. Et c'était le plus important. Ouais, c'est ça l'histoire, c'est cette histoire-là. Et toi, tu faisais comment pour t'entraîner? Est-ce que tu t'es focalisé que là-dessus pendant tes mois de prépa ou t'avais ton taf à côté, t'étais étudiant, t'avais des trucs à côté ou pas? Ou tu t'es dit, je me mets là-dessus toute la prépa? Non, je me suis mis là-dessus toute la prépa. Ouais, Ouais. j'ai clairement. Enfin, je me suis dit, de toute façon, enfin, c'était vraiment l'objectif après. Donc je me suis Mm. dit, là, t'arrêtes les. Enfin, j'ai fini les études, j'ai eu mon master, mon mémoire. Et je me suis dit, voilà, c'est bon. Après, on se focus là-dessus, quoi. Donc, Ouais, après, les prochains mois, c'était focus. J'ai fait des voyages dans les Pyrénées, etc. pour vraiment préparer ça. ok. Et aussi, est-ce que tu te prépares un peu en survie parce que t'as mis je sais plus si c'était une story ou un réel cette semaine où tu as fait une compilation de tous les serpents que tu as vus sur la Pacific Race Trail. Et ça m'a fait penser à cette question. Est-ce que tu dois te former en survie? Est-ce que tu dois, parce que, est-ce que c'est une aventure genre à la Mike Horn ou Non, non, non. c'est Non, non, moins pas de violent blabla, pas que. de mytho, y a pas de survie sur le PCT, clairement. Ouais, On reste aux États-Unis. C'est clairement là où, enfin, t'as tout. T'as des McDo dans le désert, tu vois. Enfin, déjà, à partir de là, ah ouais, t'as un McDo à El Cajon, que s'appelle la section. D'ailleurs, tout le monde fait la course pour arriver pile à l'heure. T'as un McDo à El Cajon, t'as des McDo partout. Enfin, peut-être pas peu partout, mais tu descends de la Sierra, déjà, tu t'en as un à Bishop, je crois. Enfin, bref. C'est pour te dire qu'en fait, les États-Unis, tout est bien fait. Donc, tu as des ravitaillements plus ou moins quand même souvent. Surtout si tu cours, tu en as quand même plus ou moins tous les 2 3 4 jours. Donc, ok. il n'y a pas de survie, il n'y a pas de feu. Enfin, à part si tu veux faire de la guitare avec tes copains le Ouais, soir et tout, si souvent, il y en a qui le font, hein. Ceux qui font en randonnée, j'ai vu un mec se trimballer avec une guitare sur le ah PCT, ouais? hein, mais il faisait ça en randonnée, tu vois. Bon, faut se trimballer pendant beaucoup de jours. Hmm. Mais non, il n'y a pas de survie du tout. Par contre, l'aspect animal, c'est quelque chose. Il faut aussi le prendre en Ouais, compte voilà. et faut faire avec, dans le sens où il faut que tu comprennes que quoi qu'il arrive, tu vas forcément voir un animal sauvage. Hmm. Que ce soit un puma, un ours ou un serpent ou des moustiques. Dans l'ordre de gravité, clairement, on va prendre d'abord le grizzly. Le grizzly, es quasi sûr de ne pas le voir, normalement. Par contre, si tu le croises, t'es mort.
Le puma. Parce que sinon, après, c'est comme dans The Revenant. Ouais, non, le grizzly, ça rigole pas. C'est vraiment, faut pas rigoler avec ça. Le grizzly, Ouais. c'est clairement pas. En fait, c'est très agressif. Mm. Et c'est pas du tout la même manière de se défendre face à un grizzly qu'à un ours brun. Le grizzly, il faut faire la victime, clairement. Ouais. L'ours brun, c'est pas méchant. Faut essayer de lui faire peur, faire des grands gestes, des cris, pour le faire fuir. Ouais. Ça, c'est l'ours brun ou l'ours noir, black bear, plutôt on dit. Ensuite, tu as les serpents à sonnette. Les serpents à sonnette, c'est des serpents en fait qui sont partout dans le désert. J'en ai croisé beaucoup. Tous les jours, j'en croisais quasiment au moins un, je pense. Enfin, au moins, ouais, au moins 4-5 par semaine. Et c'est des trucs qui te préviennent quand même. Ils sont gentils. Et le truc, c'est qu'il faut pas marcher dessus, sinon pareil, tu te fais mordre. Et c'est des enfin, c'est des reptiles, c'est des reptiles qui sont agressifs s'ils se sentent en danger. Donc à partir du moment où ils se sentent pas en danger, bah tu risques rien. Ouais. Donc parfois ils spawnent sur le chemin, tu sais pas comment. Donc il faut éviter d'avoir les 2 écouteurs. Après c'est juste une question de vigilance, une question de faire qu'un avec la nature et juste de se dire en fait il est là chez lui, faut lui laisser le passage. Par contre si tu te fais mordre, ça peut être très compliqué, ouais. Surtout si tu es dans un endroit très reculé, ça peut être très grave. Après, tu as encore du temps, souvent tu as quand même du temps avant que ça agisse et que ça monte au cœur et tout, et que tu sois nécrosé. Mais il faut quand même être prêt. Faut être prêt à avoir une balise GPS pour appeler les secours, faut être prêt, quoi. Moi, je m'étais dit de toute façon, je vais aller pour cette aventure pour voir ce genre de choses, donc ça va être top, quoi. Et en vrai, enfin, moi, d'en voir et tout, c'était passionnant, tu vois. Au début, ça fait flipper. Premier, il fait flipper. Surtout ceux qui te prennent par surprise, que tu vois pas, tu mets ton pied, là t'en vois un, et là tu dis waouh, là tu sursautes en fait, surtout ton cœur il bat 300 parce que tu dis à 2 secondes il me mordait, quoi. Ouais. Donc ça, et après tu as les pumas. Les pumas, on va dire que c'est un peu comme le dahu, pour ceux qui connaissent la chasse au dahu. La chasse au dahu, c'est une légende en Bretagne ou qu'on raconte aux petits. C'est en fait c'est un animal que tu chasses dans la forêt mais que tu trouveras jamais. Et le puma en fait c'est pareil. En fait, on t'en parle beaucoup, mais tu as très peu de chances de le voir. Pourquoi? Parce qu'il souvent, il sort la nuit, tu sais, et tu vois juste ses petits yeux. Tu vois, c'est quand même assez rare de le trouver. Ouais. Enfin, j'ai entendu très peu de gens qui m'ont dit qu'ils en avaient rencontré un sur le sentier. T'en as pas vu, toi? Moi, j'en ai pas vu. Non. Par contre, ça te fait très peur parce que du coup, tu t'imagines toujours que tu vas en avoir, hein, surtout la nuit. Moi, la nuit, j'avais très peur de ça. C'est de me dire, putain, il y a rien qui va m'arriver dans le dos. En fait, on dit souvent ça avec le puma, c'est qu'il te grab, tu vois, il grab on your back. C'est-à-dire qu'en fait, il vient te choper dans le dos et tu sais pas. Tu vois pas en fait. Donc en fait, si tu as des écouteurs et tu sais pas, donc c'est pour ça que parfois j'en entendais, surtout que la nuit, tu es fatigué, tu as les hallucinations et tout. Puis en plus, ouais, c'était quand même fatigant. Donc sur 2-3 nuits, là, j'ai eu un moment où j'étais en mode, wow, j'espère qu'il n'y en a pas un là qui me regarde ou un truc comme ça. Et puis après, tu as les moustiques. Et les moustiques, faut pas les sous-estimer. Parce qu'en Oregon, c'est 800 km. Et dans la Sierra aussi, notamment, c'est une horreur. Parce qu'en fait, surtout dans la période de fonte de neige, bah forcément, ça crée des espèces d'eau stagnante. Et c'est là où les moustiques naissent, quoi. Et donc là, c'est une horreur parce que les moustiques là-bas, ils sont vraiment, vraiment, vraiment énervés. Ah ouais. Ils te viennent par groupe de 30, de 20, ils t'arrachent, quoi. Et même quand tu cours, quand tu marches, ils te suivent tout le temps. Et quand tu dors, ils sont sur ta tente et ils foncent sur ta tente comme ça. En fait, ils sont assoiffés de sang, quoi. Et donc, vraiment, Ouais, c'est un truc de à la malade. fin, tu deviens complètement fou. Et j'ai une anecdote assez marrante, c'est que il y a une application aux États-Unis qui s'appelle Far Out et c'est l'application qui te permet de naviguer sur le sentier. Donc, tu vois, de voir où sont tes points d'eau, tes points de ravitaillement. Et il y avait un commentaire sur un point de campement où la meuf disait j'abandonne ce sentier, c'est une horreur. En plus, c'est une française. Le sentier me rend folle, les moustiques me rendent complètement zinzin. Enfin, j'ai besoin d'aide et tout. Genre, elle était folle. Donc, Ouais, les mais moustiques là-bas, c'est pas une blague. Ouais. Ouais, mais t'as quand même bien dû. Faut quand même avoir quelques connaissances sur les animaux qu'il y a. Bah, serpent, oui. Et les moustiques, le truc, c'est qu'en fait, tu as 2 choix. Soit tu acceptes que tu vas souffrir pendant 800 km. Et 800 km, crois-moi, c'est long. Surtout quand tu cours pas. Pour ceux qui marchent, parce que pour ceux qui marchent, eux, ils ont même pas le. Tu sais, quand tu cours, les moustiques, en fait, ils te suivent, mais ils n'ont pas trop le temps de se poser sur toi et de te piquer. Donc, moi, quand je courais, ça allait. C'est juste les moments où je me posais un petit peu. Ceux qui marchent, c'est Ouais, ils sont toute tout la le temps journée sur eux. constamment. Et en fait, t'as un filet sur la tête parce que tu es obligé. Et sur le filet, ça va. Mais même sur le filet, ils peuvent te piquer, tu vois. Ils sont vraiment zinzin. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, soit tu acceptes, ou alors soit tu prends un DET. Et le DET, c'est interdit en Europe. C'est un produit très violent qui s'appelle le DET 100 ou DET, ceux qui me corrigeront dans les commentaires s'il y en a qui regardent. Ouais. Par rapport, en fait, c'est un produit qui est vraiment très agressif et qui littéralement te brûle ta veste ou ta peau. Ah ouais? Parce qu'en fait, c'est tellement puissant, parce que c'est un répulsif à moustiques.
et c'est cancérigène, enfin c'est l'horreur. Et là-bas, les Américains, ils n'ont rien à faire, parce que eux, tout ce qui est Oui, cancer, tout ce qui est cancérigène, eux, c'est ouais, ils venez, s'en venez, foutent, ouais. parce que dans leur bouffe, il y a que de ça. Et Ouais. donc eux, ils s'en foutent. Et donc ils s'en foutent partout. Sauf que moi, je t'ai dit, interdiction que je fasse ça, quitte à ce que j'arrête, je préfère ça qu'avoir un enfant qui a 3 yeux ou qui a 4 jambes, quoi. Donc je me suis dit, Ouais, non, mais ça. donc j'ai pas pris ce DET, j'ai pris du DET, tu vois, très léger, parce qu'au bout d'un moment, ça devenais quand même fou. J'aspergeais ma tante, en fait. Parce Ah, mais que t'es obligé en fait, parce que sinon ah ils bah tu viennent et ils deviens. te. Mais même avec le DET, en fait, ils sont. Les moustiques, c'est savoir que c'est clair, bah, c'est l'animal qui tue le plus au monde, hein, avec les virus et tout. Et en fait, Ouais, la moustique, c'est un animal, enfin un insecte qui s'adapte très très bien. Tu vas lui filer un répulsif, bah il y a une bambée qui va mourir, et puis l'autre bambée, bah, elle va s'habituer, et ouais. puis bam, et puis ainsi de suite, quoi. Sauf le DET 100 où Là, là, il y a tout le monde qui meurt. tout le monde qui meurt, et encore, il y en a qui résistent. Franchement, c'est assez fou. Là-bas, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je pense que je reverrai jamais ça. Ouais. Et c'est quand même fou que le truc, en fait, un des trucs les plus dangereux sur la Pacifique, c'est les moustiques, quoi. En fait, c'est pas dangereux. C'est Ouais, que c'est c'est dangereux chiant. psychologiquement. Ça te rend fou. C'est tout. Ça te rend juste Ouais, fou. En fait, c'est juste le fait de se gratter constamment, d'avoir des trucs qui t'arrachent pendant. Enfin, mm, ça s'arrête jamais. Ça ouais, s'arrête jamais. Et t'en fais des cauchemars la nuit, quoi. Tu te dis, non, j'ai pas envie de me réveiller ce matin parce qu'ils vont venir m'attaquer. ouais. Et encore, parce que le matin, entre 4 et 7 heures du matin, ils Ils n'étaient pas dorment. trop actifs. Par contre, au lever du soleil, au coucher du soleil, le coucher du soleil, c'est la pire heure pour les moustiques. Ouais. Dans le monde entier, tu peux aller, là tu vas en Bretagne, tu vas au coucher du soleil au bord de la mer, tu vas à Guérande ou à La Baule par exemple, pour ceux qui connaissent, tu te fais arracher. Parce que le coucher de soleil, l'heure du crépuscule, etc., c'est là où les moustiques sont le plus présents. Donc quand tu arrives au coucher de soleil, tu as intérêt d'être en attente avant que, avant que la vague arrive, quoi. Ouais, c'est sûr. Et comment tu fais là pour arriver à gérer tout ça? Il y a... Et est-ce que aussi tu étais beaucoup seul sur la Pacifique ou il y avait quand même pas mal de monde que tu rencontrais au fur et à mesure? En fait, sur le PCT, ouais, t'es quand même, tu vois au moins une personne par jour. Enfin, il y a des jours, des fois, où tu croises personne, mais c'est quand même assez rare. Mais souvent, tu croises quand même toujours du monde, donc ça, Mm. c'est cool. Pas mal d'échanger, de faire des rencontres, ça te motive aussi. Mais de manière globale, ouais, tu as quand même toujours des gens que tu peux rencontrer ou même faire 2-3 bornes avec. Ouais. C'est toujours cool. Et comment tu arrives à tout gérer, alors la solitude, les animaux, les moustiques, la fatigue, mentalement, comment tu arrives à... En fait, Tu réfléchis pas vraiment en fait. attends, je vais retrouver cette phrase de Karel Sabé. C'est quoi déjà? Ah putain. Ouais, en fait, c'est il dit, mince, le temps passe vite quand on prend du plaisir. En fait, je crois en anglais, il dit times pass fast and when you enjoy it. Donc en fait, vraiment, le temps il passe trop vite, quoi. Quand t'adores ce que tu Mm. fais, quand t'adores être présent. Je veux dire, même quand tu souffres, en vrai, t'es content d'être là, quoi. Parce que tu te dis, putain, je suis en train de faire le PCT, quoi. Enfin, moi, j'avais tellement mis la barre haute sur ce truc. J'en avais tellement mis une obsession que je me Ouais. disais, en fait, c'est tellement bien. Enfin, je suis trop content d'être là, quoi. J'ai même pas envie de repartir, quoi. Donc, moi, personnellement, pour moi, je l'ai pas mal. J'ai jamais eu de gros coups down. Ouais. À part au début, vraiment, parce que c'est les premiers jours, mais sinon, tu es content d'être là, quoi. C'est trop cool, en vrai. Puis en Ouais. plus, t'as ce délire de te dire, en fait, tiens, je vais allonger les kilomètres et je vais pousser la machine. Tiens, là, je me rapproche. Tiens, au début, au début, je m'étais dit 80 jours. Puis après, tu te dis, putain, en fait, je suis plus sur les 75 jours. Oh non, je suis sur 70 jours. Parce que tu vas faire en Et là, en fait, 65 en j'arrive à fait. 65 jours. Et là, Ouais. tu te dis, waouh, en fait, j'allonge jusqu'à arriver jusqu'à un moment où. Puis tu découvres trop de trucs, quoi. Tu découvres de nouvelles personnes, tu te fais des nouvelles amitiés. Puis tu as cette mentalité américaine qui est toujours de se pousser vers l'avant. Tu découvres des nouveaux animaux, tu découvres des nouveaux paysages, Ouais. et tu découvres aussi toi. Tu te dis, putain, là, je peux arriver à allonger 80, 90 bandes par jour, parfois même 100, tu vois. Et ça, c'est juste ouf, quoi. Ouais. C'est quoi le plus que tu as fait en C'est le kilomètres en dernier une jour. journée? J'ai fait 160. Ouais. 165, je crois, j'ai fait. Putain. Ouais, j'ai fait ça en. Je dis pas de conneries, il faudrait regarder sur ce travail. Je crois que j'ai fait 30 ou 35 heures. Et en Ouais. fait, le truc, c'est qu'en fait, j'avais chaud aux fesses parce qu'il y avait beaucoup de feu qui commençait à arriver Ah sur le oui. sentier qui Ouais. brûle tout et tout. Et du coup, après, ils ferment les sections. Et du coup, déjà, j'avais dû prendre une espèce d'alternative au sentier parce qu'ils avaient coupé Oui, la section à ouais, cause t'avais des pas feux. vraiment pris Donc, le. j'ai coupé hors sentier. Enfin, c'était l'horreur. Et du coup, bah, à la fin, j'ai fait en une traite pour vraiment être sûr d'arriver au bon moment, quoi. Et heureusement, parce que je suis arrivé pile au Ouais, moment où il ouais. y avait un feu à la frontière. Donc, j'ai Ouais. eu chaud. Est-ce que t'as une anecdote là sur la Pacifique, genre de ta pire journée, mais vraiment horrible, tu t'es dit là vraiment,
Vraiment, j'en peux plus. Pourquoi je suis là, quoi. J'en- tu vois, parce que Ouais, ça a bien dû arriver. ouais, en fait, le truc, c'est que c'est assez fou, c'est que ce sentier il m'a tellement apporté de plaisir et de positivité Ouais, c'est que tu as que du j'ai eu mal beaucoup à. de mal à voir les moments où j'avais Ouais. de la négativité. Ça, c'est assez bizarre d'ailleurs à expliquer. Et même dans mes anciens projets, même si sur le moment T, j'ai insulté le sentier, j'en avais Ouais. marre, et bah aujourd'hui, j'ai du mal à prendre du recul et me dire, tiens, à ce moment-là, c'était vraiment l'enfer. Mais j'ai eu des moments assez hard, ouais. J'ai eu un moment où j'étais. Alors attends, c'était quand? C'était le jour, je sais plus, 9 ou 10, il faudra regarder Paris sur Strava. La section s'appelle Mission Creek. C'est une section qui est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent, tu passes le pic de San Jacinto, qui est un des plus hauts sommets de la Californie et du désert. Ouais. Tu fais une descente de 30 km. Donc, c'est 30 km en serpentin comme ça, qui s'arrête jamais. C'est interminable. Et puis après, tu arrives sous un pont. Vraiment, mais un pont, sous une autoroute. Et tu as un espèce de petit ravitaillement. Des gens qui mettent des bénévoles, qui te mettent une glacière. Et là, tu te dis, ok, bon, ok, j'arrive au pont et tout. Et là, tu arrives à un panneau. Et après ce pont-là, tu as un panneau qui te dit, attention, section pas conseillée, vous pouvez faire une bifurcation et skipper quasiment 200 bornes. Hmm. Tu arrives à ce panneau, tu te dis, ok, bizarre et tout. Tu regardes sur la tête, tu vois Mission Creek, section qui a été détruite par des tornades et tout. Je me dis, ok, la fille d'avant m'avait dit, ouais, moi je la fais pas et tout. Tu dis, ok, d'accord, bon, bah vas-y, bon, je vais y aller, hein. Moi j'étais trop content, je me suis dit, je vais faire la section Que personne ne que fait. personne ne veut faire, quoi. Et j'étais en mode, waouh, bon, bien sûr, il y en a qui l'ont fait, hein. Et j'arrive, je commence à courir en mode enjoy. Et je me dis, bon, bah, c'est quand que ça arrive, là, c'est le moment difficile. Et je croise un mec aux cheveux longs qui s'appelle Kevin, qui est un peu une star aux États-Unis. Et en fait, je le croise. En fait, on était partis au même moment, mais lui, il était parti pour faire le record. Sauf que moi, j'ai avancé un peu plus vite. Et avec une erreur de navigation, en fait, j'ai réussi à le rattraper. Hmm. Et du coup, on était au même endroit, au même moment. Et je me suis dit, putain, trop cool, quoi. Je vais faire la section la plus difficile avec lui. Donc, top. Et donc, au final, une section vraiment pas facile. Tu as des cailloux partout. Et en fait, tu traverses des ruisseaux très forts et très violents. Et ça pendant 10 heures. Donc, tu es là, tu traverses un ruisseau, tu retraverses, et c'est ça pendant 10 heures. Donc, en fait, tu traverses des ruisseaux et des cailloux instables, donc des galets. Ouais. Et donc, c'est l'enfer. Tu croises des mecs sur le sentier qui sont sous un caillou parce qu'il fait trop chaud et qui sont à moitié déshydratation totale. Tu te Ah, dis, c'est dans le ok, désert, ça. ouais, c'est dans le désert. Ouais. Et puis, tu as le soleil qui te tape sur la gueule avec les cailloux en plus. Et en fait, il n'y a pas de sentier. Tu dois trouver ton sentier en fait avec ta carte et tout. C'est vraiment une boucherie. Et il y a un moment où tu arrives à une bifurcation. Et en fait, la fille d'avant, elle m'avait dit si tu veux skipper le moment le plus dur de Mission Creek, c'est à la fin. C'est 18 bornes, c'est 18 bornes de section qui est très long. Et en fait, tu as des arbres cassés partout. Donc, c'est que ça pendant 18 bornes. Interminable. Mais tu peux skipper ça en prenant a ridge. Donc, en anglais, en français, c'est une arête en fait. Donc, tu coupes et tu vas sur l'arête et tu arrives. Et en fait, je dis à Kevin, je dis écoute, moi, nos chemins s'arrêtent là, quoi. Je vais prendre le ridge. J'ai envie de m'amuser un peu, faire du hors-sentier et tout. Toi, je te laisse la section pour Ave et suivant, on se rattrape à la fin, quoi. Et en fait, j'avais 4 km à faire à peu près. Et en fait, l'horreur. J'ai mis le triple que je devais faire, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, la section, il y avait pas de. Enfin, j'ai dû faire du hors-sentier. Ouais. Interminable, l'enfer, je glissais, c'était super dangereux. Et en fait, j'avais des serpents à sonnette. J'entendais des serpents à sonnette qui sonnaient, donc sous les cailloux. Donc je mettais mon pied, putain et tout. Ouais. Et vraiment, en fait, j'étais stressé, j'avais les mains moites, mon cœur qui battait à 200. Je me disais, putain, mais qu'est-ce que je fous là et tout. J'avais envie d'appeler un Ouais, hélicoptère, quoi. ouais. Et je trouvais pas mon sentier. Et j'avais vraiment pas envie de mettre mes pieds n'importe où, quoi. Donc du coup, j'ai pris tellement de temps. Et je me suis dit, mais en fait, je crois que je suis pas du tout sur le bon chemin. Donc en fait, tu te remets en question, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Putain, je vais redescendre, quoi. Je vais redescendre, sauf qu'en fait, je dois me taper 18 bornes. Mais en fait, je vais dormir ici, mais je veux pas dormir à Mission Creek, c'est horrible, quoi. Et donc au final, j'ai réussi à faire le sentier. Je me souviens, je suis descendu, je me suis posé au sol, j'ai fait, ah putain, j'ai fini cette merde là. Et puis après, j'ai pris la route et puis je suis arrivé dans la ville qui s'appelle Big Bear, je crois. C'est ça, c'est Big Bear. Et puis t'as un vrai Big Bear Lake et puis quoi. Ouais. Voilà. Donc c'était une bonne. Ça, Une c'est bonne... des, Ah, c'est putain de des souvenir, souvenirs ouais. de fou, ça. Ouais, cette section-là, j'ai adoré, en vrai. Ouais, et tu peux nous parler du coup, de ton meilleur jour? Une des journées où tu t'es vraiment dit, c'est fou, quoi. Oh, une section où je me suis régalé. Enfin, un moment où je me suis régalé, c'est la section que beaucoup de gens n'aiment pas trop. Ça s'appelle la section, alors c'est pareil, si je dis pas de bêtises, c'est jusqu'à Tehachapi. C'est la section Agua Dulce. Et en fait, c'est une section qui est très connue. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde l'a fait de nuit. Parce quoi? Parce Ok. c'est la section la plus chaude du sentier. 50 degrés,
ressenti 55. C'est en fait, tu arrives dans le désert, t'arrives dans le Mojave Desert. Pour ceux qui ne connaissent pas le désert de Mojave, c'est en gros, tu as le désert de Mojave, tu as la vallée de la mort, et les deux sont plus ou moins pas loin, pas très loin. Il fait très chaud. C'est des routes de bitume sur 40-50 bornes limite, tu vois, et il fait très très chaud. Et en fait, tu longes un espèce une turbine en fait, une turbine en métal. Et donc souvent les gens, ce qu'ils font, c'est la nuit, ils marchent dessus, tu sais. Et puis voilà, ils font ça, ils font cette section de nuit. Et moi, bah en fait, j'avais pas envie de faire ça de nuit parce que j'avais pas que ça à faire d'attendre. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire ça de jour. On va faire ça de jour parce que je suis con. Et du coup, le truc, c'est qu'en fait, t'as pas d'eau sur la section. Donc, t'arrives, t'as un robinet au début et tu finis à la fin. Et l'eau, elle est bien loin. Elle est au niveau des éoliennes, donc c'est un peu loin. Et donc, je prends mon eau, je me fous de l'eau sur la tête et tout. Et en fait, j'avais une espèce d'état un peu en transe sur tout le début de la journée. J'allais super vite, je courais tout le temps. Je me suis dit, putain, top, je fais une petite sieste parce que j'avais de l'avance. Donc, je fais une sieste et tout, je regarde mon portable et tout. Et là, je me dis, voilà, c'est good, quoi. Donc, je mets mon bœuf. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans le désert, le soleil te tape tellement sur le crâne qu'en fait, pour ceux qui ont déjà vu le bon, la brute et le truand, dans le film, on le voit à un moment, il est tellement déshydraté que ses lèvres, elles sont gercées, sa peau, elle brûle et tout. Et c'est ça dans le désert. Donc, du coup, tu mets un bœuf, tu mets tes lunettes de soleil, tu mets un bob. Comme ça, il n'y a aucun. Ta peau, elle ressort pas, quoi. Donc, pas de crème solaire à mettre. Et c'est top. Moi, j'avais des manches longues. Même les mains, elles prennent très cher aussi. Tu dois avoir chaud. Elles brûlent. Et en même temps, tu n'as pas si chaud que ça parce qu'en fait, il y avait beaucoup de vent. Ce jour-là, il y avait beaucoup de vent. Et je me suis dit, tiens, c'est le moment parfait. Parce que s'il faut le faire de jour, il faut le faire maintenant. Et là, c'était l'apothéose, quoi. J'ai fait toute cette section-là en courant avec le vent. Et je me sentais trop bien. Et en fait, c'est la section où tu finis le désert. Le gros du désert. En fait, après, il te reste 100 bornes, tu vois. Et donc, j'arrive en haut d'une montagne. Et là, tu vois tout le désert au loin avec un coucher de soleil. Et là, je me suis dit, waouh. Et cette journée-là, c'est le jour où j'ai fait 90 bornes. Donc, en fait, c'est la première fois que je faisais, pour moi, une espèce de journée immense. Et en fait, je me suis dit, ok, waouh. Là, tu peux vraiment pousser ta machine, pousser ton corps. Et là, je me suis dit, top, quoi. Et donc, après, c'était l'apothéose sur toute la section. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, je suis en projet de vouloir refaire la section du désert en mode record dans l'année prochaine. J'aimerais bien la refaire vraiment juste cette section-là et le faire en mode record avec quelques amis et tout ça. Je pense que ça pourrait être très très cool. Et quand tu dis que tu étais un peu en transe, tu avais des hallucinations Non, c'est juste que tu étais plutôt dans une sensation où tu étais super bien et en fait tu pouvais courir. En fait, c'est ça. Tu as cette sensation de te dire, en fait, tiens, aujourd'hui, je peux faire 200 bornes. 200 bornes et il se passera rien. Je suis intouchable. Alors, tu te dis, tu es intouchable, en fait. Et c'est comme si tu as une boule autour de toi et on ne peut pas te toucher, quoi. Et c'était fou. C'était juste fou. Et j'ai adoré. Franchement, cette section, elle est incroyable. Ouais. Et tu as eu. Est-ce que. Parce que tu as dû avoir des hallucinations, je pense. Est-ce que elles sont arrivées genre le deuxième jour? Est-ce que tu en as eu le deuxième jour ou ça arrive plus tard quand tu as beaucoup de fatigue, t'as pas trop dormi et tout? En fait, les hallucinations, elles arrivent par rapport à la fatigue et à la privation de sommeil. C'est juste ça. Et donc, les premiers jours, je les ai pas eu forcément. Par contre, après, quand j'ai commencé à switcher de nuit, juste après la section Mission Creek d'ailleurs, la section horrible là, et bah là, j'ai eu des hallucinations. Parce qu'en fait, j'avais déréglé mon cycle. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, j'étais passé de jour de nuit et j'ai pas laissé mon corps le temps au corps de s'habituer. Et du coup, tu cours toute la nuit. Tu arrives le matin, tu es défoncé parce que tu as couru toute la nuit et tu veux dormir, sauf qu'en fait, il fait tellement chaud que tu n'arrives pas à dormir. Et après, tu dois aller recourir de nuit. Donc en fait, c'est un cycle qui se fait si seulement tu as commencé dès le début de nuit. Et où là, tu as adopté une routine et où limite, tu as des gens qui t'aident avec des tentes, des parapluies, tout, qui te mettent une bâche et tout pour que tu puisses dormir le jour. Mais sans assistance, faire tout de nuit, c'est pas du tout intelligent. Donc moi, j'ai fait ça et j'ai eu beaucoup d'hallucinations. Et tu deviens fou, quoi. Et c'est quoi, déjà, tu as eu quoi comme hallucination et c'est quoi l'état? Est-ce que c'est comme si tu étais dans un rêve un peu? Je le conseille surtout pas. Ne le faites surtout pas, ce que je veux dire, mais je pense que ça a déjà dû arriver à des gens. C'est simple, tu prends ta voiture, tu roules je sais pas, de 20h jusqu'à 10h le matin, sans sortir de ta voiture, sans musique, tu vas voir. Voilà, c'est la même chose. En fait, tu as cette impression d'ivresse, en fait, d'ivresse de fatigue qui est horrible, et tu ouvres tes yeux et ils se ferment tout seuls. Tu ouvres tes yeux, ils se ferment tout seuls, et tu cours, et en même temps, tu as des espèces de. Tu vois, tu vois des trucs que tu n'aurais pas vu, tu vois, les formes, elles changent un peu. Tu vois des lumières, en fait, tu dis non, c'est pas une lumière. Tu entends des voix aussi. Ça doit faire flipper. L'importance de mettre des musiques aussi.
Et Ah, en c'est pour fait, ça que tu mettais. la notion du temps, ouais, c'est pour ça que je mettais beaucoup de Ah, musique. ok. Et la notion du temps aussi, elle change. Soit ça passe trop vite, soit ça passe trop lentement. Et souvent, moi, ça passe trop lentement. C'est-à-dire qu'en fait, je cours, et je me dis, tiens, j'ai fait 2 heures. Et là, je regarde, j'ai fait 20 minutes. Et là, c'est là où tu commences à perdre les Ouais, pédales. là. Et au Gervin, ça m'est arrivé. Une hallucination, en fait, je faisais des micro-siestes et j'avais l'impression de dormir 1, 2 heures. Je me réveillais et j'avais dormi 3, 4 minutes. Et en Ah fait, parce ouais. que la notion du temps, elle est complètement. Enfin, tu deviens fou, quoi. C'est ça. Ouais. Tu perds les pédales. Donc, du coup, si ceux qui ont déjà vécu une longue nuit, un long trajet au volant, c'est exactement la même chose, sauf que bah, là, tu es en effort permanent. Donc, c'est aussi dangereux. Parce que tu peux ne pas voir un ravin. Ouais, bah après, Et il tu faut peux te faire. mettre vite en danger. Ouais, c'est des choses où je me dis, ouais, il faut quand même faire gaffe, quoi. Mais quand tu fais une aventure comme ça, c'est quand même les hallucinations, pardon, c'est quand même des trucs un peu obligatoires. Bah, en Avec la fait, fatigue et tout, c'est quand même un peu ouais. obligé que t'en aies dans tous les cas, de toute façon. Non, je suis d'accord. Ça fait partie du truc, mais je pense qu'on peut quand même les éviter, tu vois. Après, c'est Ouais, ouais. plutôt. Moi, j'étais venu Oui, parce que chercher des toi, t'as choses. fait une erreur en changeant de C'est cycle un ça, ouais. peu, comme ça. C'est pour ça. Après, à la fin, j'en ai eu quelques-unes pas mal aussi, parce qu'à la fin, je faisais des énormes journées. Ça devenait assez. Mais c'était différent parce que j'étais tellement devenu un espèce d'animal à la fin. Vraiment, tu sais, je me reconnaissais quasi plus, tu vois, dans la Ah glace. ouais? Parce que j'avais perdu 10 kilos, Ah j'avais ouais, autant? j'avais quand même Putain. une grosse barbe, tu vois. Ah ouais. Tu vois, t'as tes joues qui sont creusées, tu vois, tu vois tes côtes et tout. Et tu deviens une autre personne, en fait. Et du coup, le fait d'être comme ça, en fait, ça te rend différent. Tu Mm. vois, en fait, tu subis plus les choses. Tu te dis, en fait, ça fait partie de ton quotidien. Et Ouais, ouais. c'est ça que j'ai adoré. Et parfois, ça me manque d'avoir cette sensation. Et en fait, aussi, vu que j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais beaucoup plus léger et beaucoup plus à même de faire des Ouais, tu sentais que kilomètres. t'allais plus vite Ouais, et plus vite, plus léger, plus. Tandis Ouais, qu'au début, j'étais quand même très lourd. J'avais gardé ma masse musculaire du début et tout. ouais. Donc, c'était quand même. Tu le vois sur ma photo du début, hein, j'ai des cuisses comme ça et tout. J'ai des bonnes joues et tout. Et à la fin, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, et du coup, comment tu fais après pour repartir dans la vie réelle? Parce que là, tu dis que tu étais un peu un animal. Ouais, c'est. Ça me fait penser un peu, tu sais, Mathieu Blanchard, il a fait. Yukon, ouais. Ouais, et il en parle aussi, il dit que lui, il avait l'impression d'être un animal quand il a fini Bah, il a la fait un post dessus course. sur LinkedIn il n'y a pas longtemps sur la Ouais, ouais, dépression ouais, ouais, post-trail. c'est vrai, c'est vu. Et moi, j'ai déprimé complet, ouais. J'ai déprimé complet. J'avais clairement envie de me mettre une balle à la fin, hein. Parce qu'en fait, à la fin du PCT, je me suis dit, écoute, là, qu'est-ce que tu veux? Bah, déjà, je me suis pas, quand j'ai fini le PCT, je me suis dit, demain, ça va continuer. On va encore Ouais, continuer. t'étais prêt C'est pas à fini, en retourner fait. courir, en fait. Tu voulais faire le Mais c'est pas retour. fini, en fait. Je me suis dit, non, c'est pas fini. Et en Ouais, fait, là, tu regardes la tête, tu te dis, mais attends, c'est fini, là, mec. Tu vois, tu regardes ton tel, tu vois 40 000 messages, 40 000 likes, des trucs qui te partagent de partout. Je dis, attends, mais là, je viens de finir ce ouais, pourquoi je cours, quoi, limite. Et tu dis, ok, du coup, ce que j'ai fait, je me suis dit, bon, là, tu vas pas aller en ville tout de suite, tu vas pas aller retourner à la civilisation, tu vas aller faire quelque chose, mais tu vas faire une micro-aventure, enfin, tu vas y t'enterrer quelque part. Et en fait, je suis allé m'enterrer sur une île au Canada. ok. Il s'appelle, je sais plus le nom, putain, c'est fou, j'y ai passé tellement de temps. La ville, pour ceux qui connaissent pas, enfin qui connaissent, s'appelle Gibsons, et l'île où j'étais s'appelle True Lake. Et en fait, il n'y a rien. Il y a une maison, Ah ouais? une espèce de cabane. Et il y a un mec qui m'a logé là-bas qui s'appelle Mike. Et j'ai passé un mois là-bas. Je coupais du bois, on faisait du feu, on regardait des DVD en VH, enfin des cassettes VHS, des DVD et tout. Et mon truc, c'était, j'avais son quad. Et je faisais du quad. J'étais pas trop sur les réseaux, tu vois. Genre, j'étais vraiment une espèce de retraite un peu spirituelle. Je nageais dans le lac, j'avais un kayak. Et on était revenu à l'essence même des choses, quoi. Et après ça, je suis revenu à la civilisation, je suis revenu aux États-Unis, bref, j'ai revu ma famille, j'ai eu une course aux États-Unis, je suis revenu en France, et là, le drame. Parce qu'en fait, là, tu as vécu une aventure hyper intense où tu avais l'adrénaline constamment à 100, et là, tu reviens aux choses réelles. Tiens, mais tu vas faire quoi? Tiens, tu vas faire quoi comme boulot? Ouais. T'as ça, t'as plein de choses en fait. Et là, tu te dis, oh, non, je veux pas faire. Enfin, non. Et en fait, c'est là où c'est très difficile. Et si t'es pas solide, tu peux vite partir en vrille. Et le syndrome post-trail, il faut vraiment pas déconner avec ça. C'est vraiment un syndrome qui peut te flinguer. Moi, ça m'a tué. Enfin, moi, je dormais pas de la nuit. Je rêvais, je rêvais du PCT, tu vois. Je me disais, putain, mais qu'est-ce que j'étais bien là-bas. J'ai envie d'y retourner, quoi. Ah ouais. Et je regardais des images du PCT, tu vois, de mes photos et tout. Putain, ça me manque. Les gens, ils me parlaient, j'écoutais pas. J'écoutais Ouais, pas. t'étais Ah, j'en dans avais tes rien à faire, en souvenirs. fait. Ouais. Et j'ai commencé un boulot en finance. Un mois après être revenu, à peine. Et j'ai tenu une semaine. J'ai Ah posé ouais? ma démission au bout d'une semaine. En fait, Ah, parce que les mecs me tu... parlaient, j'écoutais pas. Les mecs me disaient, mais attends, Antoine, t'as entendu ce que j'ai dit? Je dis, ouais, ouais.
j'écoutais rien en fait. Ouais, tu pouvais Je pas regardais sur rester. ordinateur, sur le navigateur pendant que je bossais, je regardais PCT, tu vois. Enfin, j'étais toujours ancré à là et c'était là où je me suis dit, waouh, ça va être super long quoi. Il faut que je fasse quelque chose quoi. Puis après, je me suis posé, je me suis dit, bon, t'as plus d'aventure, tu peux pas la vivre, en ce moment c'est fini, le PCT, il faut que tu fasses un deuil, donc il faut que tu vives une autre aventure. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, de toute façon là, il faut que tu te lances dans un truc. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis après lancé dans le coaching et tout, parce que j'avais déjà fait passer des diplômes. Et je me suis dit, voilà, faut rebondir, faut trouver des trucs. Et de toute façon, tu vas devoir te relancer dans une aventure. C'est ta vie, c'est ton quotidien, les aventures, enfin maintenant en tout cas. Et donc voilà. Puis du coup, ça a été beaucoup plus facile après. Mais faut faire gaffe, ouais. Faut pas sous-estimer ça. Parce que si t'as Ouais. pas de plan B, ça peut être très chaud pour toi. Ouais, parce que du coup, tu as réussi à te remettre de cette de un peu à une petite dépression, on peut appeler ça Ouais, ouais, comme c'est une ça, dépression, clairement, hein. grâce à avoir trouvé un travail qui te plaît et tout. Bah en fait, j'étais tellement ça que j'ai perdu, tu vois, j'ai perdu ma petite amie, tu vois. Donc, Ouais, parce qu'en fait, ouais, elle te parle, t'écoutes pas, t'es plus dedans, quoi. Donc en fait, ouais, t'as plus envie, t'es plus dans la vie, t'es dans une autre dimension. Et après, et au final, après, tu te dis, après, moi, je me suis dit, putain, mais en fait, t'es vraiment qu'un bourgeois, tu vois, t'es en train de, enfin, déprimer à cause de ça, alors que t'as des mecs qui crèvent la dalle. Et après, tu te dis, ouais, mais au final, c'est quand même un truc que t'as vécu, faut quand même accepter ça, tu vois. Donc, t'acceptes que t'as vécu cette aventure, que voilà, ça te manque et tout, et il faut juste se dire que ça fera toujours partie de ta vie et que voilà, faut en faire son quotidien. Donc ouais, maintenant, ce que je fais, c'est que j'en fais mon quotidien, l'aventure, ouais. et c'est comme ça que j'ai réussi à un peu plus à apprécier. Mais c'est vrai que, tu vois, de temps en temps, j'y pense toujours, quoi, parce que Oui, bah c'est 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 normal. tellement intense que. Est-ce que pour toi, c'est l'expérience la plus folle de ta vie Oh bah oui, oui, il n'y a Ouais, pas photo. Bah en fait, moi, c'est simple, je dis souvent cette question, j'ai dit, si tu me mets un PCT tous les ans, je le fais. Tu vois, genre ah vraiment, ouais, en fait, c'était tellement, enfin, c'est tellement une aventure tellement folle, de tous les sens, en fait, humainement, des gens que tu rencontres, physiquement, et en fait, ta vie, c'est simple, sur un sentier, c'est manger, dormir, boire, courir, rencontrer des gens. Enfin, qui rêverait pas de faire ça, tu vois. ouais, Donc en bah, fait, ouais. enfin, pour ceux qui aiment l'outdoor, c'est clairement une vie cool. Oui, oui, après faut aimer parce que Faut aimer, hein, faut aimer. Mais en fait, même les gens qui font de la randonnée, ils adorent ça, quoi. Donc c'est sûr, c'est particulier. Et puis j'ai vraiment un lien, je pense, avec ce sentier, tu vois. Donc ouais, j'aimerais y retourner plus tard, tu vois, même avec mes enfants, ma femme et tout. Je me dis que c'est quand même. Ouais. Mais ouais, ouais. le syndrome post-trail, faut pas le sous-estimer. Il est vicieux et il tape bien. Ouais, et ça va te servir pour toi, tes prochaines aventures, là par exemple comme la Barclay. Tu sais que si un jour tu arrives à faire cette course, tu sais qu'il va falloir que tu t'y prennes autrement pour le post Barclay, quoi. Bon, en fait, Après, c'est un peu différent parce que ouais, c'est pas non plus une aventure, La mais Barclay, je me suis toujours dit que si je finis la Barclay, enfin, si je fais la Barclay déjà, j'espère, je croise les doigts et je prie, et ouais, que si je peux finir la course, bah, j'arrêterai. Enfin, j'aurais fini ce pourquoi j'ai commencé, donc je me dirais, c'est beau de terminer la page là-dessus, tu vois, et de mettre un peu moins d'obsession dans ce que je fais, tu vois, dans ce sport, quoi. ouais. Donc voilà, c'est un peu l'objectif ultime. Mais c'est pour ça, de toute façon, ça va me driver, parce que c'est pas encore maintenant que je vais faire la course, enfin, j'espère l'année prochaine. Ouais, t'espères la faire l'année prochaine? C'est les 40 ans de la course l'année prochaine, donc j'espère que je serai pris, ouais, parce que c'est un peu l'année phare, quoi. Ouais, Bon, on verra. parce que comment tu fais pour te fixer des objectifs après une course comme ça? Parce que tu as toujours su que tu voulais faire la Barclay. Donc ça, voilà, mais imagine, tu fais la Barclay, tu l'as réussi, et comment on fait? Parce que souvent, moi je te prends l'exemple de YouTube. YouTube, on prend l'exemple par exemple MrBeast, Squeezie et tout. C'est toujours la course, tu sais, à celui qui fait la plus grosse vidéo, la plus produite, celle qui attire le plus de gens, qui fait le plus de vues. Comment on fait pour, là, des objectifs sportifs, pas toujours faire plus gros? Parce que, imagine, pour l'exemple d'Inoxtag, tu vois, il a monté l'Everest. Tu vois, s'il veut faire un truc plus gros, qu'est-ce qu'il fait après l'Everest? Tu vois, il monte 8 fois l'Everest. Non, non, Tu, bah, tu vois, comment on le truc, fait c'est pour se de, fixer c'est de, se, de prendre une feuille et de s'écrire une liste d'objectifs. Simple, efficace. Tu te dis, voilà, moi, par exemple, j'ai la Barclay, j'avais le PCT, j'ai le GR10, j'ai le GR20. Ouais, j'ai toute cette liste-là. Et puis après, bah, quand t'as fini, t'as fini. Écoute, hein, tu vas pas non plus refaire 3 fois la liste, hein. Faut faire qu'un avec ça. Il faut se dire, de toute façon, après, bah, faut trouver d'autres choses. Essayer de se dire, de toute façon, après, reculer un peu, tu vois. Typiquement, je sais pas, tu prends l'exemple des sports de combat, tu vois. Ravil Nurmagomedov, qui est un Ouais, Dagestanais qui a fait 29-0, bah, lui, il s'est dit, tiens, j'arrête là. quand j'arrive à 29, j'arrête. Puis maintenant, il fait du coaching, tu vois. Mm. Puis il transmet sa passion. Aussi simple que ça, faut trouver d'autres choses pour continuer à perpétuer un peu cette obsession, mais dans d'autres choses. Ouais, pas toujours être là à la recherche Ah du non, tu plus, peux pas, toujours tu peux pas faire ça, plus. de toute façon, jusqu'à tes 70 ans, si t'as une femme et des enfants, enfin, au bout d'un moment, c'est pas
peux pas leur imposer ça toute ta vie Oui. d'aller courir 6 heures le samedi, 6 heures le dimanche, tous les week-ends. Enfin, après, tu sacrifies un bon bout de ta vie, tu vois. Donc, Puis même, au bout d'un moment, c'est malsain, quoi, de toujours aller chercher toujours plus, ouais, faut faire qu'un. Mais Ouais, faut accepter que de toute manière, tu as un rêve, faut se donner les moyens pour y arriver. Soit tu y arrives et ça prend un peu de temps, soit au bout d'un moment, faut peut-être se faire. Ouais, faut se dire, voilà, c'est pas fait pour moi, quoi, tu vois. Gary Robbins, enfin, qui n'a pas fini à Barclay, du coup, qui a été celui qui a fait connaître la Barclay en loupant de 6 secondes la course. Et ouais. bah lui, il a fait la course 3 fois, 2016, 2017, 2018, peut-être 2019. Et il n'a pas réussi, il n'a jamais réussi. Et voilà, bah, maintenant il a fait une croix dessus en se disant de toute façon c'était beaucoup trop d'implications Hmm. et que c'était plus son truc, quoi. Ouais, parce que si tu t'inscris que tu n'arrives pas à la finir, est-ce que toi tu Ah vas. bah, je retenterai jusqu'à ce que j'ai la chance de pouvoir y arriver, parce qu'il faut faire une bonne performance quand même la première Ouais, fois. Donc, ouais, faut essayer de faire une belle performance. Mais de toute manière, la première année, enfin, si j'y participe, je sacrifierai tout dans ma vie pour ouais, préparer cette course, quoi. Que ça ok. soit, enfin, en général, tu as 3 mois de prépa et là, tu vis que pour ça, quoi. Oh, du coup, pour terminer ce podcast-là, parce qu'on a déjà bien parlé, ce que je demande à l'invité, c'est qu'est-ce qu'il conseille comme livre, documentaire, interview, personne à suivre pour l'audience, que ça soit pour ton univers de l'ultra trail, mais même pas que ça, je sais pas, peut-être tu as des passions, peut-être l'investissement, la finance, des choses qui pourraient intéresser l'audience. Qu'est-ce que tu conseillerais toi comme Alors, je pense qu'il y a pas mal de choses. Déjà, je pense que le plus important, c'est d'essayer de chercher une inspiration chez quelqu'un. Essayer de chercher des mentors, des sensei, des modèles dans le sport qu'on fait. C'est pas forcément la course à piste, c'est le vélo, la natation ou autre chose. Moi, par exemple, ça a été tous les gens qu'on fait la Barclay. Et Mhm. donc, à partir de là, j'ai pris de l'inspiration de ces gens-là. Je me suis documenté sur eux. J'ai vu ce qu'ils avaient fait, comment ils s'entraînaient. Et je pense que c'est à partir de là que j'ai pu dessiner un peu mon parcours de vie. Ça, c'est le premier point. Documentaire, je pense que sans hésiter, je conseillerais le documentaire de Karel Sab qui s'appelle Pacing the Pacific, le documentaire sur le Pacific Crest Trail. Ouais. Juste le documentaire est oufissime et si vous voulez découvrir le Pacific Crest Trail, c'est le meilleur documentaire. Pour la Barclay, clairement le documentaire sur Netflix, The Barclay It's Young, la Barclay mange ses petits jeunes, elle est incroyable, il est incroyable aussi. Et la Barclay sans pitié de Alexis Berg sur l'équipe 21. Je pense que c'est un peu les trois choses que je conseillerais pour découvrir ce que j'ai un peu dit au préalable. Ouais. Et puis pour changer de capsule, rien à voir par rapport au développement personnel. Un livre qui peut aussi vous apporter dans le sport et dans la vie, un livre qui s'appelle How to Win Friends de Dale Carnegie, qui est un Ok. livre qui te permet d'utiliser la curiosité dans les relations humaines à bon escient et c'est hyper intéressant. Et vraiment, je le conseille à tout le monde de le lire. How to Win Friends, c'est vraiment incroyable. Donc, ouais, si vous pouvez le lire, je pense que ça changera votre vie. Ouais. Toi, ça t'a servi dans les Ouais, relations. dans tout, dans tout, dans tout. Ouais. Même dans le sport, tu vois, dans le sport, dans la manière d'aborder les gens, tu vois, rien que de ça, en fait, de retenir des prénoms, tu sais, dans la vie, de parler à quelqu'un, même n'importe qui, quelqu'un qui a un jardin, enfin, quelqu'un que tu croises dans la Ouais. rue, dont tu n'as rien à faire, juste lui demander son prénom, ça peut changer toute ta vie. On se rend pas compte, mais c'est fou. Parce que peut-être que cette personne-là, elle va se dire, attends, il se souvient de mon prénom, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à moi, et peut-être que cette personne-là, quand elle deviendra plus grande, elle se souviendra de ça. Et l'idée, c'est de pas fonctionner que par intérêt, mais de se dire qu'en fait, faut utiliser aussi quelques techniques parfois pour justement, bah, parfois réussir dans la vie ou plein de choses. Et c'est plein de choses comme ça qui font que tu peux aller très loin en utilisant justement les relations. Parce qu'en fait, l'humain, c'est la plus grande force et aussi la plus grande faiblesse. Et si tu sais l'utiliser dans ta vie, même dans le sport, hein, Mm. moi dans mes projets d'aventure, j'ai utilisé l'humain pour avancer plus vite. Tu vois, parfois j'avais besoin d'eau, j'avais besoin de bouffe. Et voilà, et c'est plein de choses comme ça qui font que si tu les utilises bien, c'est top. Top, top, top. Et tu vois, parfois, typiquement quand j'étais aux États-Unis, il y avait des gens qui paraissaient très très froids. Et en utilisant les techniques que j'avais appris dans les livres, etc., je me suis dit, tiens, non, on va essayer essayer un peu tu vois, de passer un peu sous le barbelé, tu vois, et essayer Ouais. de mieux m'intéresser à la personne, d'être un peu plus gentil, tu vois, et tout. Et au final, les personnes après, bah, j'étais chez eux, limite, je prenais un selfie avec eux, quoi. Donc, je pense que c'est important de craquer ce petit truc-là. Ouais, de bien connaître l'humain. Voilà. Ok. Ouais, merci beaucoup, Voilà, Antoine. merci beaucoup à toi, c'était Euh, très, très, très sympa, ouais, c'était super. et puis au plaisir. Ouais.
Si vous voulez retrouver Antoine, je mettrai son Instagram dans la description. Donc voilà, merci et à bientôt.